Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Comment ça va les gars? Ça va. François, Ça va. Ça fait bizarre de te voir loin. Normalement t'es proche de moi là, t'es dans mon périmètre, tu vois, t'es dans ma zone. Et ce côté-là, c'est pour les chouchous. François, tu resteras mon chouchou à vie, d'accord? Après oui, non, Alexis, non, ça ne me regarde. Alexis, à chaque fois qu'on fait une émission, il me regarde comme ça, tu sais. Il est comme ça, il me regarde comme ça, il me fait des yeux doux. Ça va Alexis? Ça va, ça va. Belle chemise aujourd'hui. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Ça Où va. sont tes notes Alexis? Arrête de tout sortir à Non chaque mais je fois. veux savoir, normalement tu m'as dit que t'avais plein de notes, là, je les vois pas là. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qui Mais s'est t'inquiète passé pas, ils sont là. Non mais t'étais énervé, on m'a dit que t'étais énervé, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Énervé du match de mon fils, énervé parce que j'ai... Papa qui crie au bord des terrains, ça. Non, j'ai pas, je crie pas, les gardiens, je crie pas, t'inquiète pas, je reste derrière. Et après, j'ai oublié le train et j'ai oublié mes notes dans le train. Et pourquoi t'étais énervé? Parce qu'on répète. Il a fait un mauvais match? Il a pris trop de buts, c'est ça? Non, il fait des erreurs. Adrien, comment tu vas Adrien? À la forme toujours. Ça va? Ça va. Tranquille. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ouais. Pourquoi? Je t'ai pas convoqué? Non. Non, Tu m'as dit que je n'étais pas bien entraîné. Non. Adrien, on aura des choses à régler, bien entendu, sur des petits messages que tu as mis sur le live. Bon, Mais c'est pas moi, ça, c'est un gars qui. Adrien. Il paraît que je peux pas coacher son fils, mais on en reparlera. Et aujourd'hui, on reçoit Nicolas Maurice Bellet. Donc, comment tu vas, Nico? Écoute, je vais très bien. Très bien. Très bien. Là, c'est vacances, stage de foot, donc tout va bien. Tout se passe bien. Ouais. Tu nous viens d'où là? T'habites pas sur Paris, toi? Non, maintenant Bordeaux. Ah, t'habites à Bordeaux? Ouais. C'est pas mal Bordeaux, non? T'es déjà allé à Bordeaux, Alexis? Ouais. Il paraît que c'est une ville étudiante là-bas, non? C'est très bien après ville étudiante, oui. Maintenant, mais c'est plus les Parisiens qui sont partis là-bas. quoi. D'accord, ok. Ah oui, c'est à Exactement. 3 heures. Les Anglais. C'est à 3 heures. Oui, c'est vrai. Ils ont un beau centre de formation là-bas en plus. Bah, de base, oui. Et Après, maintenant, ça- ces derniers temps, un peu compliqué. Et tu joues pas avec peut-être pas Bordeaux, l'équipe première là, essayer de remonter là? Bah. Ils appellent les pros quand même. Hein. Écoute, et je les aide tous les 2 semaines à domicile parce que je suis le premier à les encourager. Donc... D'accord. Ah, tu veux plus jouer maintenant, c'est bon? Ah, le genou, il a dit non. Ah, il a dit non? Non. Donc, voilà, en tout cas, voilà. On est content de te recevoir. On aura plein de questions à te poser. Et c'est vrai que c'est rare. Je suis content de te recevoir parce que c'est vrai que tu sers un peu notre cause. Nous, on est un média foot amateur. Et quand on a des joueurs, des anciens footballeurs professionnels qui viennent dans notre média, bah, en fait, tu sers la cause. Et en fait, ça va être intéressant pour les jeunes, pour les éducateurs qui ne connaissent pas le monde pro, d'avoir un peu ta vision du monde pro. Et puis, on va te poser plein de questions. Tout le monde normalement a préparé, sauf Alexis, parce qu'il a oublié ses feuilles. Ceux qui, je pense que dans le chat là, vous pouvez le dire, je pense qu'il est en train de me mytho. On va commencer dans le sommaire, on va commencer avec à vous la parole. Donc cette semaine, c'est Mathieu, pas Mathieu que tu connais, président de la commission éthique du district du membre et membre du comité directeur de Haute-Garonne, qui a tenu à réagir sur notre antenne. Donc il reviendra, vous verrez. Il va revenir un peu sur les choses qui se passent autour des terrains par rapport aux parents qui ressemblent un peu à Adrien. On enchaînera sur les coups de cœur et coups de gueule. Donc chaque membre de l'équipe partagera son coup de cœur ou un coup de gueule. On verra si on a le temps de faire les deux, on verra. Chacun donnera au moins un coup de cœur. Je pense que ton coup de cœur, il va être pas mal, toi. Il me concerne ou pas? Non. Ah oui, c'est toi. Après, on passera à notre invité. Donc, Nicolas Maurice Bellet, ancien joueur de Monaco, passé par Sochaux et Bordeaux, et vainqueur de la Coupe de France en 2013, c'est vrai. Je sais plus si j'ai vu ce match. Vous vous rappelez de la Coupe de France en 2013 ou pas? C'est contre Non. qui? Evian. Evian? Non. Vous le savez pas, moi je le savais, bien entendu. Non. Donc on reviendra sur son parcours exceptionnel, ses années en Ligue 1, mais aussi sur son projet actuel des stages de perfectionnement, où il met toute son expérience au service des jeunes joueurs à travers la France. Donc nous, c'est franchement toute la France, tu fais toute la France? Bah écoute, j'ai fait que pour l'instant la Gironde, l'Aquitaine et la région parisienne. Après, écoute. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Et on finira peut-être, mais Alexis a oublié ses notes, peut-être par Non, l'interview non, vérité. je l'ai, Tu dis ça? je Donc les on ai. fait une petite interview vérité, et l'objectif c'est que tu répondes à toutes ces questions sans broncher, sans mentir surtout. Sans langue de bois. Normalement, je pense que tu es quelqu'un d'honnête. ça se voit. On commence avec à vous la parole. C'est bon? On appelle Mathieu. Allô Mathieu, comment tu vas? Ça va, nickel. Vous m'entendez bien? On est un peu en retard, mais pas si en retard que ça. D'accord. Alors on t'écoute Mathieu. Bonjour l'équipe. Oui, donc président de la commission éthique. Alors c'est une commission, on n'est pas très nombreux en France sur l'ensemble des districts, hein, et c'est un peu malheureux. Je trouve que dommage qu'on ne soit pas plus présent au sein des districts. Et je voulais vous faire part un peu de ma colère, un peu de ce début de saison, parce que c'est un peu catastrophique sur les terrains. Pas mal de violence, pas mal d'incivilité sur les terrains. Vous avez dû voir sûrement qu'on a les nouveaux cartons
2 cartons Carton blancs, vert. carton blanc plus un carton jaune égale carton rouge. Je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement. Mhm. Oui, on a vu. Ouais. Donc voilà, donc bon, c'est un peu, voilà, moi je suis un peu en colère, voilà, de voir un peu toutes ces incivilités sur le terrain actuellement, et je voulais changer. Alors, voilà, qu'est-ce que tu vois? Alors, donc déjà, donc t'es membre de la commission éthique. Donc la commission éthique, c'est quoi exactement? Alors la commission éthique, alors nous, on est en amont de la commission de discipline. Ok. En fait, nous, on intervient au bord des terrains pour tout ce qui est incivilité, notamment beaucoup dans le foot d'animation, tout ce qui est U6 à U13. Et après, on intervient aussi dans le football de compétition, hein, de tout ce qui est U14 à U18, sur des incivilités d'éducateurs. On va sur les terrains discuter, échanger. Et voilà, après, on a des missions de délégués. On est la plupart délégués aussi au sein du district. Ok. Ça nous permet, voilà, d'avancer. Mais comment vous intervenez exactement? Comment vous intervenez? Mais alors, vous savez, on est un petit cosmos, hein, le football, et tout se sait, tout se sait. Et du coup, dès qu'on a des remontées du terrain, parce que voilà, il y a eu sur tel plateau, sur tel match, des éducateurs qui se sont mal comportés, des parents qui se sont mal comportés, et bien on va directement au bord des terrains, sur les terrains, se confronter à eux, discuter, échanger, et essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, et essayer de leur transmettre les valeurs du football, les valeurs du fair play. Et bon, on est en district, hein, on est loin du professionnalisme. Ça reste du football amateur, quoi. C'est le sport du dimanche, quoi. Ça reste une passion, et il faut que cette passion se vive en bel arbre. Alors, toi, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vois? Donc, après, j'ai compris, voilà, vous intervenez sur les terrains. Alors, la seule chose que je n'ai pas compris, c'est est-ce que vous venez dans des clubs différents comme ça, ou est-ce que vous attendez qu'il y ait un problème, une problématique, pour ensuite revenir le week-end d'après pour essayer de discuter avec les personnes qui ont agi mal autour des terrains? Un peu beaucoup des deux. D'accord, ok. Donc, des fois, vous anticipez sur des grosses rencontres ou des trucs comme ça, vous disant, il faut qu'on se déplace, on ne sait jamais. C'est ça, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous, en Haute-Garonne, on a créé ce qu'on a appelé une commission de sécurité qui se réunit tous les lundis, qui réunit à la fois la CDA, la commission de compétition, nous l'éthique, la commission de discipline. Et en fait, on choisit, on sélectionne 10 matchs à risque, entre guillemets. C'est soit des derbies, soit des antécédents entre deux clubs. Et on va directement sur les terrains pour s'assurer que tout se passe bien, et essentiellement ça se passe bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu des anecdotes? Alors, est-ce que l'anecdote la plus récente que tu as pu voir sur les terrains, qu'est-ce que tu as dû régler? Qu'est-ce qui est le plus courant aussi? Ce qui est le plus courant, c'est forcément les parents, quoi. Les parents, c'est la plaie du football, quoi. Si on avait tout simplement les parents qui resteraient à l'extérieur des stades, je peux vous garantir que 98% des matchs se dérouleraient bien. Les gamins. D'accord. Donc pour vous, la plus grosse problématique que vous rencontrez sur les terrains de foot le week-end, ce sont le comportement des parents. Alors, le comportement des parents et des pseudo-éducateurs, dirigeants qui se prennent tous pour des Mourinho parce qu'ils ont le moindre petit module U6, U9, U14, U15, et ça se prend pour des super entraîneurs avec des comportements absurdes dès qu'ils sont pas contents d'arbitrage, dès que ça va pas, ça tout va, ça gueule à tout va. Donc on essaye de discuter avec eux, et moi j'ai tout le temps avec moi un bouquin d'arbitrage, et des fois quand je vois une rencontre, voilà, il y a faute, il n'y a pas faute, il y a ceci, il y a cela, je dis voilà, ce que dit le radio, le livre de, et souvent il découvre même les règlements. D'accord. Ok. Alexis qui veut te poser une question. Alors, quand vous dites les parents, moi j'ai une question. Est-ce que on pourrait pas mettre en place, comme par exemple quand on va au PSG, et les parents n'ont pas le droit de parler? Mais on fait quoi? On les baïonne?
Non, ils ont pas le droit. Non, interdiction de parler. Les parents, ils ont interdiction de parler autour du terrain, sinon ils sortent. Ouais, pourquoi pas. Ce serait peut-être quelque chose à réfléchir. Pourquoi pas, mais je pense que ce serait difficilement applicable. Bah non, c'est éduquer les parents en fait. Ouais, c'est ça. Avant d'éduquer les gamins, il faut donc éduquer les parents. Mais ouais, mais on en a en face de nous là, justement, on est en train de l'éduquer nous. Il est marrant, les parents lui aussi. Adrien. Ouais, bonsoir Mathieu. Quand vous dites que. Qu'est-ce que vous faites face aux incivilités quand ça arrive devant vous exactement? Vous allez directement voir les parents, discuter avec eux, vous prenez des notes, vous convoquez plus tard. Qu'est-ce que vous faites avec... Moi, essentiellement, je vais directement à l'affront, je vais discuter avec eux. J'essaie d'échanger avec eux. Alors après, bien sûr, quand on tombe sur des personnes, mais ça reste quand même assez rare quand même. On arrive quand même à ouvrir à l'autre. Dès qu'on va se confronter à eux, on arrive à discuter avec eux. Et les parents souvent prennent conscience des dérives qui sont en train d'amener à leur enfant, parce que un parent qui coach à la place du coach sur le bord du terrain, qui dit à son gamin va à droite, va à gauche, va ceci, va cela, et voire même des phrases qui me font bouillir, hein, comme vas-y, mets du bois, entre leur dedans, te laisse pas faire. C'est quoi, c'est un combat. Vous rencontrez pas trop d'hostilité quand même. Quand vous allez discuter, les gens ils sont quand même ouverts et ils arrivent à se rendre compte et prendre conscience. Ils prennent conscience. Ce que j'ai compris, ce que tu as dit. Hein. Après, je sais que dès qu'on a le dos tourné, ça recommence. Oui. Ok. On a Nicolas Maurice Béléjon. Est-ce que tu connais? On va voir si tu as la cote. Ah voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Nico, est-ce que tu as une question à lui poser? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois souvent aujourd'hui dans les stades, dans le week-end? Tu as des enfants? Ouais. Est-ce que tu es comme ça? Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu déplores ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois pas souvent En fait, je le déplore parce que moi, j'aime le basket, par exemple. D'accord. Et donc, ça m'est arrivé il y a 2 ans d'aller voir, par exemple, Wembanyama à Pau. D'accord. Déjà, t'es pas fouillé. Ça veut dire que c'est un endroit on va dire, qui est safe, comme ils disent en anglais. Et parce que tu sens que l'environnement est sain et que peu importe qu'il y ait victoire-défaite, il n'y a pas de souci. Sauf que dans le foot, que tu sois en U10, U20, chez les pros, tu as les mêmes comportements. Parce que depuis peut-être la réussite sociale justement de certains joueurs, les parents en fait se sont créés peut-être un film à travers ça. Et ils arrivent avec des comportements en fait où tu as l'impression que c'est eux qui jouent leur vie sur le terrain. Ils vont s'embrouiller, par exemple dernièrement sur un match à Bordeaux, j'ai vu des parents s'embrouiller parce que l'arbitre n'a pas sifflé leur jeu. Donc c'est... Les parents ils sont embrouillés avec l'arbitre et tout? Non, ils sont embrouillés entre eux parce que un parent invectivait l'arbitre, on disait non, il n'y a pas hors-jeu. L'autre il disait oui, hors-jeu. Et juste pour ça, au départ, ils ne se parlaient pas. Donc après, c'est devenu un échange entre les deux qui est de plus en plus houleux. Et au fur et à mesure, tu vois une énième fois un comportement comme ça. Et tu as l'impression qu'en fait, soit, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu mets du huis clos ou une forme de huis clos sur la bouche des parents? Est-ce que c'est une bonne solution? Moi, je pense pas, parce que le football, c'est une fête. Ou est-ce que tu dois rappeler à l'ordre les parents ou rappeler aussi le club accueillant? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne devez pas mettre des règles? Et si vous ne mettez pas des règles, y a des pénalités derrière, en fait. Voilà. Mathieu, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, tout à fait. Après nous, quand je convoque des éducateurs, des parents, des équipes en commission éthique, quand je me rends directement dans les clubs, moi je leur dis souvent attention, la commission éthique, on est là pour faire de la prévention. Mais la prévention, à un moment donné, a ses limites. Et si les clubs qu'on a déjà vus recommencent ou telle équipe qui revient sur le tapis, on ne cherche plus à discuter. C'est directement la commission de discipline qui gère. Et quand la commission de discipline font tomber des sanctions, ça veut dire des équipes qui ne peuvent plus jouer à domicile, des pertes de points, des équipes qui ont été même, vous avez parlé la semaine dernière du cas de Langage, où effectivement l'année dernière on a une équipe qui a été mise hors championnat. Là cette année on a déjà une nouvelle équipe en U17 suite à l'agression d'un arbitre qui est mise hors championnat. C'est quoi la scène que tu as vécue et qui t'a le plus choqué sur un terrain le week-end?
Moi, la chaîne qui m'a... C'était la saison dernière, un éducateur qui est allé faire un tête contre tête avec un arbitre de 14 ans. Ça m'a choqué. Là, oui. Là, j'étais dans la tribune. Je peux vous dire que ça fait froid dans le dos quand on est assis dans une tribune et qu'on voit un arbitre de 14 ans qui commence l'arbitrage, qui est passionné par l'arbitrage, passionné par le football, et voir un éducateur qui fait facilement 50 cm de plus que lui et qui arrive, qui va faire un tête contre tête juste pour l'intimider. Je peux vous dire que j'ai mis 30 secondes à descendre de la tribune. C'était un jeune éducateur ou à quel âge? C'était éducateur et responsable d'école de foot, pour vous dire. Et donc il avait quand même de l'expérience. Il était très très jeune. Non, responsable d'école de foot. Il avait Il était responsable d'école de foot à 19 ans. Il avait une trentaine d'années, mais après aujourd'hui, là je n'excuse rien, je veux dire. Oui, bien sûr. Mathieu, voilà, pour finir, j'ai envie de te poser une question, avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir au moins, alors on va pas dire tout enlever parce que ça, je pense, c'est compliqué de pouvoir enlever toute cette problématique. Mais qu'est-ce que toi tu aimerais qu'il soit mis en place pour pouvoir contrer ces problématiques qu'il y a sur notre terrain le week-end? Tolérance zéro au niveau du football professionnel de gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'image négative que nous voyons à la télévision qui redescend dans le football amateur le week-end d'après, multiplié par 10 ou par 15. Et je suis désolé, mais quand il y a des confrères à vous aussi qui s'expriment dans des médias, sur des chaînes de radio très connues, et qui se permettent de parler négativement de l'arbitrage et qui salissent l'arbitrage, honnêtement, comment voulez-vous que nous, après au football amateur, on s'en sorte? Aujourd'hui, je veux dire, il faut qu'il y ait des sanctions beaucoup plus fermes. Quand on voit des joueurs du Real de Madrid ou du Barça qui s'envoient des gourdes la saison dernière, vous pensez que le week-end d'après, qu'est-ce qui va se passer sur le football amateur? Les gamins, ils reproduisent ce qu'ils voient à la télé, tout simplement. Alors, quand il y a des journalistes, des entraîneurs qui se permettent d'aller faire des têtes contre têtes avec des arbitres professionnels. Mais forcément, on voit des actes. Alors moi, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est que déjà que le football professionnel donne une meilleure image de notre sport. Parce qu'on a un sport qui est formidable, qui peut procurer des sensations exceptionnelles, mais on peut pas aller quand on voit dans les couloirs. Alors maintenant il y a des caméras partout, ça c'est vrai. Maintenant il y a des caméras, vous savez, dans les couloirs des vestiaires. On voit des entraîneurs de Ligue 1 ou en Ligue des Champions s'en prendre au corps arbitral. Vous savez, du coup, on voit en fait le monde pro et en fait le monde foot amateur est à l'image du monde professionnel. Adrien, on finit avec Adrien. Multiplié par 10. Non, moi je voulais surtout réagir par rapport à tout ça. Je pense que la solution elle est compliquée à trouver. Pour moi c'est la gestion des émotions des gens. Aujourd'hui ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Ah, mais il y a plus de frustration. Il n'y a jamais eu un match où on est revenu sur une décision parce qu'un parent a pété les plombs, parce qu'un coach a pété les plombs. Moi je pense tout simplement, surtout sur les petites catégories de jeunes, etc., qu'on devrait tout simplement arrêter le match dès qu'il y a une incivilité. Les gens, au bout d'un moment, quand ils auront fait 1 heure de bagnole et parce que le collègue parent, il a fait une réflexion, il a eu un mauvais comportement, ou l'éducateur, et quand finalement, hop, ça fait 10 minutes, tout le monde dans la voiture, on doit repartir, je pense qu'il y a des gens qui arriveront à leur dire et comprendre que c'est pas des comportements à avoir. Le huis clos peut être une solution, ça peut être difficile à mettre en place, mais je pense qu'à un moment donné, il faut une tolérance zéro et couper les matchs, tout simplement. Moi, je veux revenir aussi sur ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, jusqu'en U13, les matchs à huis clos, oui. Moi, je pense que tout seul, vous n'y arriverez pas à mobiliser ou à mener vos actions. Je pense qu'il doit y avoir une charte entre les deux clubs. Tous les clubs, même je dirais tous les clubs amateurs, où les parents n'ont pas le droit de parler pendant les matchs. Moi, c'est simple. Pour moi, encourager, oui. Contester, non. Et dans cette catégorie-là, tu peux arrêter le match. Tu peux t'arrêter, tu peux dire « Ah, il y a un parent qui a parlé là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On bloque. » Et au bout d'un certain moment, je pense que ça vous montre un exemple. Et les gens ils vont arrêter de parler. Parce qu'il y a des clubs où c'est interdit de contester une décision d'un arbitre. Tu peux crier « Ouais, super, vas-y. » Mais l'encouragement, on peut garder l'encouragement. Oui, mais parler ou contester une décision, ça devrait être interdit. Et même le parent doit être identifié quand on entend
parler, arrêter le match, parce qu'on a le temps d'arrêter le match. Il n'y a pas de points, il n'y a rien. Et je pense que ça va montrer l'exemple aussi. C'est dommage d'en arriver là. Moi, personnellement, ça peut m'arriver de rouspéter sur une décision arbitrale. Ça, c'est sûr. Mais je vais pas aller invectiver l'arbitre. Non. Tu vois ce que je veux dire? Rouspéter, déjà, c'est déjà un premier problème. Oui, non, mais c'est la nature de... Mathieu, Mais- pour finir là-dessus, parce qu'on n'a pas non plus trop le temps, parce qu'on a notre invité qui va partir assez tôt. Moi, je pars sur le principe, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'en fait, toutes ces incivilités que tu peux voir le week-end, pour moi, les premiers responsables, c'est les clubs. Parce que est-ce qu'aujourd'hui les clubs sensibilisent sur ça? Est-ce qu'ils mettent en place les projets dans leur projet normalement club, leur projet sportif, leur projet club, excuse-moi, j'ai vu ton projet, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a l'aspect éducatif? Et l'aspect éducatif, elle n'est pas que pour les gosses, elle est aussi pour les enfants, les adultes, pour les parents, parce qu'ils rentrent dans mon club. Est-ce qu'aussi les clubs n'ont pas leur part de responsabilité, et même la plus grosse part de responsabilité là-dessus? Bien sûr, mais il y a des clubs qui font des PEF. Vous avez dû sûrement entendre parler de ce terme. Oui, mais personne l'utilise. Et il y a des clubs, on les voit, j'entends jamais parler d'eux. Je les vois jamais en commission de discipline. Parce qu'il y a des présidents qui ne laissent rien passer dans leur club. Et d'autres, c'est du jugement foutisme. Et ça vient en commission de discipline. Et après, ils ne comprennent pas qu'on tombe sur eux, qu'on est présent sur leur terrain tous les week-ends. Ils ne comprennent pas. Quand ils en auront marre un jour de payer, ou que les mairies retirent des subventions, au bout d'un moment, je vais faire les choses à Giron. Hier soir, j'ai un arbitre qui a arrêté un match en Coupe d'Occitanie. Il a eu le courage d'arrêter un match parce qu'il se faisait insulter sur le bord du terrain. Moi, je dis bravo. Bravo, il a eu raison. Une insulte, aujourd'hui, au bord d'un terrain, c'est banalisé. Non, on ne doit pas banaliser une insulte au bord d'un terrain. Un arbitre ne doit pas se laisser insulter. Il doit interrompre le match une première fois. Si ça recommence, il arrête le match, basta, il rentre à la maison. Et la commission de discipline, elle va voir. Nico, tu voulais rebondir là-dessus? Non, je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de pénaliser, par exemple, d'arrêter les matchs. Moi, je pense que des fois, il faut, quand un parent, par exemple, invective l'arbitre, il faut juste stopper, le remettre à sa place, mais limite à l'afficher devant tout le monde, mais vraiment bloquer le match. Parce qu'en bloquant le match, forcément, il met aussi son fils en difficulté. Donc peut-être il va se ressaisir. Et si la deuxième fois, troisième fois, ça continue et que c'est un autre, là, on arrête. Pour justement nuancer en fait cette notion où d'abord, c'est une forme de carton jaune et après, une forme de carton rouge. Mais le problème, tu sais, ça dépend qui fait la remarque à celui qui déborde. Et des fois, tu vas avoir des éducateurs qui ont 25 ans, etc., face à un parent de 30, 40 ans, il va le renvoyer bouler parce qu'il considère que c'est un petit jeune qui connaît rien à la vie et ça fait monter les tensions. La température. Alors que je pense que collectivement, si c'est après les autres parents autour, parce que les autres parents souvent ils disent rien, ils laissent faire et tout. Voilà. Mais si on renvoie tous à la maison, à un moment donné, il y a les autres parents qui vont dire attends, moi j'ai mis 20 € d'essence pour l'aller-retour, pour pas pouvoir jouer mon fils 10 minutes. Et je pense que c'est collectivement qu'ils arriveront à faire ça, parce que quand c'est l'adversaire, l'arbitre, c'est un opposant tout le temps dans la tête de celui qui a le mauvais comportement. C'est vrai. Mathieu, en tout cas, merci de nous avoir partagé cette problématique que, on va pas se le cacher, qu'on rencontre tous les week-ends. Ça fait déjà 2 ans que nous, on en parle dans nos émissions. On essaye de trouver des solutions, des clubs mettent des moyens en place. On peut voir comme le FC 93, des fois, qu'ils ont interdit les parents de terrain. Il y a d'autres clubs qui mettent ça aussi en place et ça se passe très très bien. Il y a le Paris FC aussi qu'ils avaient mis en place. Ceux-là, ils mettaient que quelques jours, on pouvait avoir accès sur les terrains. En tout cas, c'est une problématique qu'on rencontre tout le temps. Après, je sais que les institutions aussi au-dessus, je pense qu'ils vous aident pas non plus. Donc, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir faire le travail tout seul. Et je pense que nous, tous les clubs, comme disait François, je pense qu'on doit être main dans la main et se focaliser un peu plus là-dessus et être beaucoup plus sévère sur ces parents qui sont nocifs. Parce qu'il faut qu'on le rappelle aussi, on ne va pas non plus généraliser. Ce n'est pas tous les parents non plus. Mathieu, ça faut bien le dire. On va prendre c'est quand même pour moi 10% quand même des parents. Quand on va dans un stade, on va pas voir 90% des parents qui regardent le match qui sont mauvais au bord des terrains. On a toujours peut-être que 1, aller voir 2 max. Et encore, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est souvent, et malheureusement, c'est souvent les mêmes en plus. Donc voilà. Mathieu, je tiens à te remercier. M. Dalou nous a promis 5 caméras. Genre, nous a promis 5 caméras, par exemple, pour l'Haute-Garonne. J'espère qu'elles vont vite arriver. On va faire des tests et j'espère que les incivilités... Et tu reviendras nous en parler de ça. On en reparlera des caméras. Mathieu, merci à toi en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Vous avez vu, ça, c'est une problématique qu'on rencontre tous les week-ends. Tout le monde m'en parle. Alors,
sur Instagram, on m'envoie, oui, ça. J'ai plein de messages. Alors, au bout d'un moment, faudrait que je vous envoie, mais j'ai toujours les mêmes messages. Voilà, les parents, le stade, on m'envoie des vidéos de voilà, un éducateur qui rentre sur le terrain, des parents qui s'embrouillent entre eux, tout ça. À chaque fois, c'est la même chose. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que les clubs ne veulent pas travailler là-dessus. C'est ça qui est compliqué. Je sais pas ce que les clubs font. Tu l'as déjà vu, lui, sur le terrain? Adrien? Non, mais j'ai entendu parler. Est-ce qu'il est venu? Non, il est venu jouer contre mon club. Et j'ai entendu dire du mal. Ah ouais, c'est vrai? Bah explique-nous, tiens. Non, mais il peut pas expliquer. Il y a la VO. J'ai la VO. J'ai la VO. Il est en dessous de la VO. Et bah, tu m'enverras la vidéo. Tu m'enverras la vidéo. Fais un montage de ma réflexion. Il est en dessous on va voir si tu montres l'exemple. Parce que toi, tu dois être un sacré personnage. Trop me faire. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Et il y avait 0-0 à la mi-temps. Je me trompe? On gagnait 1-0 en plus. Pas partout, je crois. Non, on gagnait 1-0. On gagnait 1-0. Dans quelle catégorie? Non, la première mi-temps finit à 3-1, mais pendant 40 minutes, il y avait 1-0 pour vous. Voilà, exactement. Non, après, bon, c'est pas le moment de toute façon. J'ai mis un coup de pression à l'arbitre et puis on a. Voilà, Cham, j'ai tout. Ok, bah tu m'enverras la vidéo et la prochaine fois, on s'occupera de son cas. Là, Exactement. Aujourd'hui, on peut pas, mais t'inquiète pas, j'attends ce moment. Vous avez un problème avec les parents dans cette émission. Lui, il est venu en tant que parent ici. Je suis éducateur. Il est éducateur. Il a retourné sa veste, le mec. Je suis responsable et éducateur. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, je sais pas. Et si on en a un chez nous, il faudra le régler. Voilà, c'est vrai. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va. Oui, on va déjà Je vous commencer. dis la vérité, je suis pas tout blanc. Je peux contester. Oh là là, il y a pas hors-jeu, mais jamais de la vie, je vais péter les plombs, m'embrouiller avec un autre parent. Pour moi, je vous le répète, pour moi, c'est les clubs les premiers fautifs. Oui. Aujourd'hui, si Je suis moi, il se d'accord passe avec quelque toi. chose comme ça dans mon club, un parent qui est inscrit dans mon club parle mal ou insulte un arbitre ou se comporte mal auprès d'un de mes éducateurs, je vous dis la vérité, moi, je me sens, je me dis, c'est de ma faute. Est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai sensibilisé, est-ce que j'ai évité que cela puisse arriver? Et je pense que la plupart des clubs qui ont subi ça, je pense que s'ils se posent ces questions-là, et ben ils vont dire c'est vrai que nous on n'a rien fait, on n'a pas sensibilisé. Je pense. Après c'est qu'on avait. On passe au coup de cœur et au coup de gueule. Alors là, j'attends ça avec impatience. On passe maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Le principe est simple. Chacun d'entre vous, vont vous partager un coup de cœur ou un coup de gueule. Donc ça peut être une belle histoire, un geste fort, quelque chose qui les a inspirés ou un truc qui les a énervés, choqués et qui a fait réagir autour du football. Qui veut commencer? J'ai envie de commencer avec la personne qui a oublié ses fiches. Avec Alexis. Alexis, t'as le choix entre un coup de gueule et un coup de cœur. Je fais quoi, le coup de gueule ou le coup de cœur? Comme tu veux. Tu veux faire lequel? C'est toi. Je sais que t'as un petit coup de cœur. J'aime bien ton petit cœur. Mon petit coup de cœur, là. Mon petit coup de cœur, c'est Robert Pires. Il a mis une petite vidéo dans une interview où il parle justement, il favorise. Il est plus sur la technique que sur, entre guillemets, le physique. Et pour lui, chaque fois qu'il regarde un match, il va se focaliser que sur la technique. Ou même dans le monde amateur, il disait que en fait, il regardait que l'aspect technique, c'est ça qui l'importait. Et pas que technique, c'était contrôle, passe, se déplacer, tout ça. C'était vraiment là où il mettait vraiment l'accent dessus. Donc moi, je vous pose la question à vous. Est-ce que pour vous, faut accentuer la technique ou le physique? C'est un peu des deux. Pourquoi? Parce que la technique, c'est vraiment la chose qu'on va dire qu'on admire le plus chez un joueur et qu'on respecte le plus. Parce que quand on parle de talent d'un joueur, c'est ça qu'on met en premier. Sauf que les techniciens qu'on a eu dans le passé, c'est-à-dire qui jouaient beaucoup arrêtés, ne se font plus dans le football de maintenant. C'est-à-dire que la partie athlétique, quoi qu'on le veuille, elle devient de plus en plus importante. Sauf que aussi, la partie athlétique est devenue trop importante dans le football de nos jours. C'est pour ça qu'il y a des matchs. Tu as beaucoup de matchs qui sont qu'en transition, qui ne sont pas assez léchés, etc. Parce que justement, les entraîneurs ont tendance à prendre des joueurs de volume. C'est pour ça que les GPS sont apparus, c'est pour ça qu'un certain profil de joueurs sont apparus. Et on a délaissé en fait des numéros 10 parce que, en fait, tu as des numéros 10 façon Dani Olmo, mais c'est des numéros 10 en fait quand même en côté besogneux. Ça veut dire que si ils ratent leur match sur le plan technique, ils vont apporter à l'effectif sur le plan défensif, etc. Là où d'autres dans le passé en fait étaient des joueurs très élégants, mais beaucoup sur la partie offensive. Donc, François, toi, est-ce que qu'est-ce que tu lui réponds? Bon, moi, je vais répondre pas que, parce qu'en fait, bon, la technique, je suis totalement d'accord, mais il y a des joueurs qui sont que techniques, mais pas physiques. Et des fois, ça pêche aussi sur l'aspect défensif ou pas. Moi, donc, un joueur intelligent pour toi, un joueur intelligent et technique, il peut pas jouer? Non, il peut jouer. Et les postes intelligents et techniques, comme tu dis, ils sont à un certain poste. C'est souvent sur le milieu de terrain, rarement défensif. Donc un défenseur ne peut pas jouer sur l'anticipation, il est obligé que jouer sur il peut jouer sur l'anticipation. Que jouer sur le duel. Non, il ne peut pas jouer que sur le duel, mais à un moment donné, sur certains aspects, tu as besoin un peu de physique dans le football. Donc pour moi, technique ou physique, moi j'allierais les deux, mais il y a des joueurs qui n'auront pas ce côté physique. Est-ce que c'est pas plus facile
aujourd'hui avec des staffs de clubs pro de travailler l'aspect physique que l'aspect technique. Parce que tu peux développer le physique d'un joueur. Regarde, Messi à Barcelone, il était frêle, machin, etc. Et ils l'ont quand même développé physiquement, même s'il marche sur le terrain. Mais tu peux quand même développer les joueurs par la suite. Parce qu'en plus, souvent dans les centres, c'est des gamins. Les joueurs, ils arrivent à maturité plus tard. Donc tu peux développer physiquement. Que là, Pérez, il voulait dire qu'on délaisse le côté technique. Je pense que surtout ce qu'il voulait dire, c'est qu'aujourd'hui, on va prioriser l'aspect athlétique du joueur et physique pour le recrutement, etc. Et peut-être délaisser un peu plus la technique. Alors que peut-être on peut aller chercher un joueur qui a d'énormes qualités techniques et ensuite faire travailler la nutrition, etc. Tout à l'heure, avec Nicolas, on parlait de Busquets. Ouais. Voilà, et c'est un poste pour toi. Donc toi, tu préférais. Là, je vais stigmatiser. Non, mais je vais stigmatiser. Mais tu préfères un Yaya Touré, même qui est très bon techniquement, mais qui est un peu plus physique que Busquets, qu'un joueur comme Busquets qui peut t'apporter. Moi, je préfère les joueurs. On en a parlé dans une des émissions. C'est pour ça que les étrangers ou les Espagnols viennent chercher nos joueurs dans le championnat français. C'est qu'ils ont des joueurs déjà qui sont physiques et après ils vont les façonner, tout comme les joueurs du Real de Madrid qu'ils ont. Ils vont les façonner à leur image. Ça, il a déjà la première qualité physique qu'ils n'ont pas trop en Espagne, donc ils ramènent après. Donc quand ils jouent en équipe nationale, ils peuvent plus jouer. Non, mais en fait, les gars, de toute façon, il y a le joueur, comment il est déjà au niveau de sa morphologie. Bon, voilà, on ne dit pas de la même façon. On a qui sont plus forts, morphologie plus développée que d'autres, tout ça. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on leur inculque. C'est parce qu'on aura un joueur qui est plus fort morphologiquement, qui est plus costaud, et puis voilà, qu'on peut pas lui apprendre à être technique, à être intelligent, à être créatif. On peut avoir un joueur aussi qui est beaucoup plus frais, mais c'est pas pour autant qu'en fait, il pourra pas récupérer un ballon. Il n'y a pas que l'aspect physique pour aller récupérer un ballon, d'aller jouer de l'épaule. Il y a aussi anticiper, couper les trajectoires, bien lire le jeu pour anticiper la trajectoire du ballon, la lecture du jeu, tout ça. Bon, en fait, c'est ça. Il y a peut-être en France, je pense que Robert Pires, je pense qu'il a mis un petit tac à l'équipe de France. C'est dans ce qu'il a mis, c'est qu'en fait, il en est marre de voir que des mecs qui sont vraiment très costauds, qui sont grands, costauds, et qui. Mais à quel poste aussi? Milieu de terrain, généralement. À quel poste? Bah oui, mais milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui. Il veut des joueurs créatifs comme des Pedri. Tu prends un mec comme Vitinha, c'est un super joueur technique, mais après, si tu le mets à un autre poste à la place de Marquinhos, ça va être très compliqué pour certains. Je pense pas. Moi. Personnellement, je pense que ça va être très compliqué. C'est juste que c'est pas son poste, et je pense que si tu le développes sur ce poste-là, peut-être sera pareil. Sur les aspects aériens, ça va être compliqué. Oui, après voilà, ça c'est un. Luis Enrique l'a mis sur le côté à un moment donné. Sur certains matchs. Ouais, latéral. Mais il avait du mal quand même à faire des différences sur son côté. Parce que c'est un joueur qui a besoin du ballon dans les pieds. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que pour toi, en France, on est trop sur un système très sécuritaire où automatiquement sur des postes défensifs importants comme les 6, les défenseurs centraux, on se dit voilà, automatiquement il nous faut un joueur très physique, très costaud, au détriment un peu de la technique, tu vois, ou c'est l'inverse pour toi? Bien sûr, c'est au détriment de la technique parce que on n'est pas un pays qui aime le déséquilibre. Par exemple, tu vois, même la formation des défenseurs, je trouve que déjà, on leur apprend pas assez à jouer du 1 contre 1 sur du 50 mètres, par exemple. Quand tu veux être une équipe dominante, c'est-à-dire sur jeu placé, forcément, si tu n'as pas des centraux, en fait, qui aiment le 1 contre 1 sur 50-60 mètres, eh ben oui, tu vas forcément faire quoi? Tu vas dire, bon, ton équipe, moi, je vais plus jouer peut-être en transition. Pourquoi? Parce que j'ai peur déjà, en fait, de ma sécurité défensive. Alors que quand tu es conquérant, en fait, toi, tu dois accepter le déséquilibre. Il y en a qui aiment le 5-4, mais il y en a qui aiment gagner que 1-0. En fait, et le problème, c'est qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui aiment le 1-0. Et nous, forcément, devant notre canapé ou devant notre siège dans les stades, on a besoin de voir le talent, le spectacle, parce que c'est dur ce que je vais dire, mais c'est ça qu'on respecte le plus. Un mec qui est besogneux et tout, mais qui a du mal avec ses pieds, on va être admiratif parce qu'il est vaillant, etc. Mais être vaillant, c'est comme si une gonzesse, elle te dit, t'as envie d'entendre que tu sois beau, elle te dit que t'es gentil, tu vois. À un moment, t'es gentil, c'est... tu veux le dire à tout le monde. Non, mais c'est... Tu vois, c'est ça qu'on dit souvent. Mais ça veut dire qu'on revient encore à la formation et encore au résultat. Parce qu'en formation, de tout petit, on en parlait encore, c'est qu'on travaille, enfin, on n'est que sur le résultat. Et on ne travaille pas sur l'aspect technique ou l'aspect tactique. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai je pense qu'on a un esprit un peu plus sécuritaire, même les coachs. Tu l'as vécu, toi, dans le monde pro ou pas? Où tu sentais que les coachs, ils étaient plus dans le système, allez, on va chercher d'abord le premier but et ensuite, on met le bus. Tu le vis indirectement parce que, si tu veux, moi, dans mes caractéristiques, j'étais dribbleur et je pouvais dribbler dans n'importe quelle zone. C'est-à-dire que... Très bon dribbleur en plus. Je respectais pas, tu sais, forcément... Je vais pas dire que je respectais pas. J'avais pas besoin d'un schéma parce que j'arrivais à casser des défenses sur jeu placé. C'est-à-dire que moi, je peux casser ces codes-là. Mais globalement, quand je cassais ces codes-là, j'allais me retrouver peut-être à 1 contre 4.
parce que ton équipe, elle est placée beaucoup plus bas. Et au lieu que tu as cette prise de risque où à un moment donné, ben, tu te déséquilibres parce que tu as le ballon, ben, en fait, tu te rends compte que ben, finalement, tu dois mettre le pied sur le ballon, le ressortir parce que tu es... Est-ce que c'est aussi la force aussi d'un entraîneur d'avoir ce profil-là? Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir, la vidéo, les adjoints qui sont capables d'analyser toutes les situations et d'avoir une personne comme toi qui est capable un peu de déjouer un peu les... Tu sais, ce qu'on voit, c'est toujours stéréotypé, maintenant on sait ce qui va se passer, tout ça. Là, sur un éclair, en fait, tu peux tout effacer, tout ce qu'on peut analyser. Parce que moi, je pars sur le principe que si tu es capable d'aller chercher un contre 4, et ben vas-y. Peut-être que c'est pas la meilleure solution, parce que tu as plus de chances de perdre le ballon pour ensuite, après, sur une transition, qu'on aille chercher tu perds la balle, et puis après, tu prends une transition rapide. Mais si tu es capable de le faire et que ça marche, tu as tout déséquilibré à toi-même, tu vois. Donc, Exactement, c'est une vision des choses. Et tu vois, il y a un truc qui est marquant, et je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Par exemple, il y a un corner pour toi, et souvent, il y a le truc classique, c'est un attaquant chez l'adversaire contre deux centraux qui attendent. Tu vas placer 3 attaquants. Mais tu vois, ça, c'est un truc de fou. Et ça, j'espère que les petits me regardent. C'est ce que je fais tout le temps. Ouais. Je mets 3 attaquants. Tu retires déjà 4 joueurs de ta propre zone. Exactement. De ta propre zone. Exactement. De la densité. Pourtant, l'équipe qui a la balle, quand on va voir les 3 attaquants, au lieu de se concentrer sur leur partie offensive, non, ils vont descendre. Ils vont faire descendre leurs propres joueurs. Déjà, là, c'est psychologique, en fait. Tu l'as retourné contre eux. Parce que c'est la sécurité. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, c'est déjà des signes du style de football qui est pratiqué. Est-ce que tu fais ça à la 90e tout le temps 1-0 Tout le temps. Non, après, je pense que... Tout le temps, tu le fais. Mais tu le fais tout le temps. Tu te fais souvent engueuler ou pas par tes entraîneurs là-dessus? Est-ce que tu étais quelqu'un quand même qui prenait des risques Non, parce que... Mais toi, tu as eu Deschamps. Non, mais ça, il faut dire. Tu as eu Deschamps. Nous, on critique tous Deschamps. Ouais. Donc, lui, est-ce que, par exemple, si toi, tu déséquilibres son schéma tactique-là, c'était quelque chose où, par exemple, parce qu'à l'époque, on le voit à l'époque, là, il met soit quelqu'un qui n'est pas forcément de ton profil à toi, il met quelqu'un plus défensif sur un côté, d'accord? Est-ce que toi, il te disait, non, tu déséquilibres, tu fais ce que je te demande? Non, il me laissait jouer avec mes forces. Sauf qu'en plus, déjà, j'ai pas joué longtemps avec lui pour avoir un échantillon. De toute façon, on reviendra sur ton parcours. Ça, c'était une question que tu aurais dû poser sur son parcours. Adrien. Dis-le si c'était nul. C'était nul. Attends. Coup de gueule? Comme tu veux. Moi, coup de gueule, la VAR, j'en peux plus. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Ça ralentit tout. J'ai pu faire une sieste d'une demi-heure sur la VAR d'hier de Brest PSG, là. D'accord. Pour la main flagrante dans la surface de Kang In-lee. T'en as marre que ça prenne trop de temps? Mais ça prend trop de temps. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Peut-être d'une autre caméra, peut-être qu'ils ont besoin des caméras. Ils sont à l'oreillette pendant 10 minutes. Je pense qu'ils font comme la pub. Ils se commandent un Burger King, en vrai. C'est possible, hein? Parce que, non, mais c'est abusé. Donc toi, c'est la VAR. Toi, en fait, c'est l'exécution de la VAR qui est VAR, les gars, ils lèvent même plus le drapeau. Ils laissent des gars faire des transitions de 50 mètres. Alors qu'il y a hors-jeu flagrant de 5 mètres. Et sur une autre action, ils vont lever direct. Ça, je comprends pas non plus. Bon, à un moment donné, il faut qu'ils réétudient ça parce que ça gâche totalement l'intensité d'un match. C'est Nico, t'es d'accord avec Adrien ou pas sur ça? Je suis d'accord. T'as connu la VAR, toi, ou pas? Non. Non, tu l'as pas connu. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça parce que si tu veux, il y a aucune prise de décision. Et même plus de risque. Exactement. Et cette non prise de risque, en fait, déjà, au moment donné, tu te poses la question pourquoi la VAR a été ajoutée si au final personne fait de choix et tu as l'impression quand tu fais le bilan, c'est souvent au détriment quand même des petites équipes. Parce que quand c'est une main, par exemple, d'un gros club, ça va prendre 10 ans, en leur défaveur, je te parle. Ça va prendre 10 ans pour savoir si on doit vraiment siffler la chose ou quoi que ce soit. Par contre, quand c'est en leur faveur, ça va très vite. Et forcément, tu te dis, tu rajoutes un outil qui est censé réguler tout, et au final que non. Donc en fait, ça monte la frustration. C'est un peu l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, avec le comportement, qu'est-ce qu'on doit faire, si ce soit les parents, les éducateurs ou quoi que ce soit. Tu as l'impression que tu trouves des outils pour réguler quelque chose, mais à toujours, en fait, au final, c'est l'humain, en fait. C'est ça, c'est l'être humain qui... c'est pour ça qu'on va peut-être mettre l'IA maintenant. C'est peut-être l'IA qui prendra les... Un de ces quatre, qui fera les choix sur les terrains, c'est possible. Et l'IA n'a pas de cœur. Mais tu vois, sur ces situations-là, c'est l'homme qui les règle. C'est l'homme qui règle quand même. Sur les situations comme ça, tu regardes le tireur, quand il y a penalty, le tireur, souvent, il loupe. Ouais. Alors, Brest PSG, là, il a loupé, mais après, parce qu'il a perdu peut-être ses appuis. C'est parisien, toi. Non, mais
C'est pas une Non, question je suis d'être d'accord. supporter. Après, ça c'est quelque chose que Il y a voilà. des pénaltys pour Brest tous les jours. Après, on a de la chance quand même en ayant ça, on fait partie quand même d'un des sports où il y a le moins de temps d'arrêt quand même. Tu vois, il y a plus d'arrêt par exemple dans le football américain. Ah non, le basket c'est plus, ouais, non, plus le hand. Non, ça va plus vite au Ouais, c'est basket. vrai que c'est Ça vrai. va plus vite, même au hand. Rugby, Le tennis, rugby, des fois, c'est un peu long. rugby, tennis. Des fois, c'est un peu long parce Ouais, qu'il y a les mecs, quand ils écrasent le ballon, ils regardent. C'est un peu long pour ça. D'accord, je suis Mais d'accord. si- T'as Mais c'est plus pas efficace, je trouve, au rugby quand C'est vrai même. que des fois ils mettent un peu trop de temps sur la J'ai décision. à fait prendre. toutes mes tâches ménagères. Mais je trouve un que peu. moi ça aide. Moi je suis pas contre la VAR. Après je pense qu'il faut peut-être être un peu plus rapide sur les prises de décision. Et puis même si on se trompe, bah, ça peut arriver. François, Coup de gueule. allez c'est parti. Allez, coup de gueule sur P carré. Saïd d'accord. P carré. Ouais. Saïd P carré. C'est une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. On voit un arbitre qui met un rouge au coach. 2 jaunes. 2 jaunes, ouais, un rouge au coach. Et on voit l'arbitre un peu péter les plombs et après, juste avant son rouge. Mais contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, moi, je vais un peu défendre l'arbitre. Parce que dans son match, certes, à un moment donné, il perd pied. Il sort de son match. Et je pense qu'il est poussé à la faute par Saïd et sa bande, je dirais. Parce qu'en fait, de la façon dont il le fait, c'est qu'il chambre un peu. Quand on regarde les vidéos, on le voit, il chambre un peu. Lui, il est filmé. Le contexte, il est un peu partagé. Donc, on ne sait pas comment c'est monté. Oui, ouais. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision-là? Mais on voit l'arbitre qui arrive et qui pète les plombs et qui met son rouge. Parce qu'à un moment donné, moi, je vois qu'il est énervé. Et qu'à un moment donné, on se fout de sa gueule. Donc toi tu as un coup de gueule en fait sur Saïd en fait plus. Plus sur Saïd, parce que je mettrais carton jaune plus avertissement pour l'arbitre, carton rouge pour Saïd. Saïd, Alors, si tu me regardes, j'aime bien tes Mais vidéos. c'est en sûr, plus. t'inquiète pas, il va voir. Ça, c'est sûr. En plus, une très belle, très gentille personne. Ouais, ouais. J'ai déjà échangé avec lui, tout ça. Et en plus, normalement, il doit passer normalement. Mais après, Ouais. ça fait déjà un an et demi j'attends que tu passes. Ouais. Mais en fait, alors moi, je sais pas pour le défendre ou pour faire le lèche-botte, mais je suis désolé, quand on regarde la vidéo, le comportement de l'arbitre sur le terrain, en fait, c'est ça qui peut amener des problématiques sur le terrain le week-end. Il est imbu de sa personne, il se prend pour un arbitre de Ligue des Champions, alors qu'en vrai, il est coach, il arbitre en district, je crois que c'est D4 ou D3. au lieu d'être dans l'échange, de discuter, en plus, quand on voit, en plus, c'est filmé, donc en fait, vous voyez tout. Après, je sais pas si il a eu un match de suspension après, donc voilà. Je pense qu'ils ont dû regarder la vidéo, ils ont vu qu'il y avait rien du tout. En fait, ils ont vu que l'arbitre. Alors, soit l'arbitre l'aimait pas, ou soit en fait, il aime pas les vidéos YouTube, c'est fort probable. Mais je pense que c'était plus ce côté-là, parce qu'en vrai, l'arbitre, tu l'as vu la vidéo ou pas? Non. Tu l'as pas vu? J'aurais dû te la montrer avant. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis pas pour le défendre, et je pense que l'arbitre, il a rien à faire là, moi, en tout cas. Au contraire, je pense que l'arbitre là, il aurait fait ça sur Paris. Je pense que ça aurait été très compliqué la fin du match pour lui, je pense. Non, c'est pour ça que C'est gratuit, pour moi, c'est gratuit. je lui mets un jaune parce qu'il a pas su garder son sang-froid. Ah non, mais là, Non, mais est-ce que s'il est pas filmé, il réagit pas comme ça? non, s'il est pas filmé, Ouais. c'est-à-dire Peut-être que là, il a voulu fait ça faire pour les caméras. Mais exactement. Peut-être qu'il a voulu montrer que c'était lui le patron du match. Tiens, voilà. Peut-être. Qui sait qu'il est filmé? Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont obligés d'avertir que c'est filmé quand même. Non, tu sais, mais c'est très bien que tous les matchs sont filmés. Tout le monde le sait. Ouais, voilà. Mais de toute façon, c'est ce qu'on parlait, c'est que quand tu tapes un sprint pour aller mettre un carton, alors que tu sais que tu vas mettre un carton, pourquoi en fait tu viens C'est ça. aussi vite, aussi fort devant quelqu'un? C'est Je ça. comprends pas en fait. Après, voilà, les arbitres, on en a besoin, quoi qu'il arrive. Bien sûr. On peut pas. Pour montrer On l'autorité. peut pas, mais c'est vrai que ça montre aussi notre problématique, parce qu'on parle souvent des parents, des éducateurs, et c'est vrai qu'il y a aussi une problématique avec les arbitres, qui aujourd'hui, des fois, on dirait qu'ils se lâchent sur le match du week-end, alors soit parce que chez eux, peut-être leurs femmes leur mettent trop la pression, ou parce qu'ils ont peut-être marre de leur semaine de travail, c'est fort probable, mais c'est vrai que des fois, on peut voir des comportements d'arbitres qui n'ont rien à faire sur les terrains, et eux non plus, des fois, ne montrent pas le bon exemple à nos jeunes et aussi aux éducateurs. Et ils sont là, ils en animent la chose. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et cette vidéo-là, moi, de Saïd Pécaré, je vous dis tout de suite, pour moi, l'arbitre n'a rien à faire sur un terrain de foot. Sur celui-là, il n'a rien à faire. On dirait, je sais pas, il s'est pris pour un mec de Ligue des Champions. Parce que nous, ils sont bien contents de nous détruire, nous, les éducateurs. Mais les arbitres, des fois, ils font vraiment aussi ce qu'ils veulent et ils se prennent pour je sais pas qui. Mais voilà, je te dis, c'est un cas sur 100, ça arrive. Il y a la plupart, comme des arbitres, font très bien leur travail. Et puis, comme je dis, sans eux, il n'y aurait pas de match le week-end. Donc voilà. On va passer directement à l'invité du jour. Là, j'ai envie qu'on fasse l'émission que sur toi. Là. Voilà, on a déjà trop fait. On va parler de ton parcours. On va essayer de commencer dès tes débuts, Ouais. de voir où tu as joué. Alors, je sais que tu es à Créteil. On va parler après, je sais que tu es passé à Clairefontaine. Genre, je sais que tous les jeunes vont être super intéressés de ton parcours à Clairefontaine. Tout le monde veut savoir comment ça se passe à Clairefontaine, ce que tu as appris, comment tu as vécu les choses. Donc, on va essayer de refaire un peu ton parcours et après, on parlera un peu de ton stage de perfectionnement, comment ça fonctionne. Donc, tu as commencé à Créteil à 6 ans, Ouais. c'est ça? Exactement, ouais. Moi, de base, je viens de Boissy-Saint-Léger à côté. D'accord. Donc j'ai commencé
à Créteil à l'âge de 6 ans. Donc je pense que le papa, il avait déjà un projet Mbappé, tu vois. Ah, il était footballeur, ton père, ou pas? Non, handball. Handball? Handball. D'accord, ok. Et T'as pas joué à Créteil au hand? non, quand je dis handball, c'est parce que c'était son loisir, on va dire. D'accord, C'était ok, pas, ok. C'était pas pour être pro, tu vois. Donc ouais, j'ai commencé à 6 ans à Créteil. Et je suis resté jusqu'à l'âge peut-être de 11-12 ans. Parce qu'après, je suis parti 2 ans à la VGA Saint-Maur. D'accord, t'es passé par la VGA, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, on a suivi un coach qui n'a pas été gardé à Créteil. Et... Ah, bravo. En fait, des fois, je me rends pas compte, mais on a fait un peu les mêmes choses que toi qui se Ah ouais, c'est d'accord. Tu te retrouves dans des fois ce qu'on parle dans les émissions. Alors, faut Mais pas faire. sur le moment, quand t'es petit, tu fais pas Ouais, attention, tu vois. bah, tu suis aussi peut-être Ouais. les parents, les Ouais, papa, il éducateurs. t'a dit d'aller là. Voilà, c'est ça, ouais, tu y vas. C'est vois. pas tant non plus, je pense qu'il prend des décisions C'est réellement. surtout la relation que tu as avec le coach. Oui, c'est sûr. Exactement. Ouais. Donc, tu pars à la VGA. Ouais, pendant 2 ans. Et cette année, la deuxième année, en fait, c'est l'entrée pour rentrer à Clairefontaine. Moi, je fais déjà les sélections pour l'équipe du Val-de-Marne. D'accord. Et tu vois, le PFC, ils étaient raccrochés par rapport au Val-de-Marne. D'accord, oui, oui. Ouais, parce que tu vois, moi, j'avais Lassana Diarra qui était avec moi, Jonathan Bru, et Jimmy Briand était là, Guillaume Ripper. On avait une très belle équipe du Val-de-Marne. Et en fait, quand on fait, une fois qu'on est pris au Val-de-Marne, on fait les tests pour Clairefontaine. En fait, c'est même pas qu'on fait les tests, parce que les sélections de département, en fait, se rejoignent à Clairefontaine, vous savez, au terrain couvert en bas. Oui, oui, ouais. Et en fait, on faisait des oppositions. Donc 94 contre 91, etc. et tout. Et il y a un entraîneur de Clairefontaine qui me remarque et qui me demande mon nom et tout. Parce qu'apparemment, moi je ne le savais pas à l'époque, mais tu peux aussi t'inscrire en candidat libre à Clairefontaine. Ou les clubs t'envoient. En fait, il n'y a pas un club le club, il t'a pas envoyé. Non. Ok. Le club m'a pas envoyé. En fait, ça s'est passé parce que avec ma Ok. sélection. Et en fait, quand tu fais les sélections, je crois c'est comme si je te disais qu'il y avait 10 tours. Ouais, voilà, tu sautes au moins. Sautes des ouais, tours. ouais. Tu arrives au 6e ou 7e tour. D'accord. Directement. Exactement. C'est encore valable, ça? Ça, C'est en libre? je sais pas du tout. Mais je Moi, savais je pense tu peux. que ouais, c'est Si, tu toujours peux. comme ça. Ouais. Tu peux. Mais je sais qu'on nous avait parlé de cette alternative, parce que moi je connaissais pas Clairefontaine avant, D'accord, ok. quand j'arrive. Et ce qui se passe, c'est que je fais les tests. Donc, en fait, je fais 3 tours, je crois. Je joue arrière gauche, je joue défenseur central. Et je joue jamais à mon poste. D'accord. Et après, je suis pris à Clairefontaine. Et si tu veux, quand je suis pris, c'est un peu flatteur, parce que le dernier match, parce que le dernier tour, tu fais un stage de 3 jours. Et le dernier match, en fait, je le fais pas. Et mon coach, qui s'appelle André Merel, il se met à côté de moi. Je crois qu'il pleuvait ce jour-là. Et donc, il y avait un 11 contre 11. Et il me regarde, il me dit tu penses que t'es pris? Et si un coach te dit ça et que t'embêtes comme ça, et je lui dis ouais, je pense que je suis pris, ouais. Et je fais pas mon dernier match. Donc derrière, en fait, tout s'enchaîne. Pourquoi? Parce que ça se passe au mois, je crois, de mai ou juin. En juin, je signe à Monaco, en fait, avant de rentrer à Clairefontaine. D'accord, ok. Donc, Donc tu étais à la VGA, donc après tu faisais des sélections avec le district du Val-de-Marne 94. Ouais. Tu es allé à Clairefontaine avec cette sélection-là, c'est ça? Exactement. Et en fait, tu as fait plusieurs retours avec cette sélection Exact. là-bas. Ouais. Tu as été repéré par Clairefontaine, si j'ai bien compris. En fait, non, on est venu une fois. D'accord. Ils ont pris. Ils avaient Ça pris le nom s'appelle de- ça s'appelle interdistrict en fait. Ah, Ouais, ouais, exactement. d'accord. Interdistrict, Ah, là, c'est voilà. ça, ok. Exactement. Ouais. Ils sont venus une fois. Ils étaient venus voir. Je crois qu'ils avaient pris moi et John Bru. Mais après, Jimmy s'est inscrit, Ripper s'est inscrit parce qu'ils ont été pris après. Et je t'ai dit, après, j'ai fait 3 tours. 3 D'accord. tours parce que ça devait être les 3 derniers tours. Donc tu es pris à Clairefontaine, en même temps, tu es Monaco qui vient de te signer, qui te fait un contrat pour rentrer en centre de formation, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Avec Tu un- fais un- tes 3 ans à Clairefontaine, c'est ça? Ouais. 2 ans? C'était 2 ans? Non, 3 maintenant. 3. Ouais. 3. Et après, À tu, cette époque. tu savais que tu allais partir directement en centre à Monaco. Exactement. Ouais. D'accord. Ça représentait quoi, toi, de signer à Clairefontaine pour toi? Bah, au départ, tu vois que c'est l'équipe de France, mais comme je vous ai dit, je connaissais pas du tout Clairefontaine. Donc j'étais. En fait, je vous dis ça, je vous dis n'importe quoi, je connaissais parce que quand en fait, il y avait la Coupe nationale en poussin quand on était petits. Et nous, à Créteil, on était arrivé premier de la région Île-de-France. Donc on a joué contre toutes les régions, parce qu'il y avait 22 régions avant, plus. Et c'était la première fois que j'allais à Claire, mais c'est pas un truc qui m'avait marqué plus que ça. En Tu fait. savais pas que c'était quand même le Clairefontaine, c'est l'équipe de France, tu t'es pas dit, ouais. J'ai pas le souvenir, en fait. C'est pas un truc qui m'avait. Parce que c'est vraiment huppé Clairefontaine quand même, tu vois. Pour le- Non, mais surtout à cette époque-là. Maintenant, Ouais. je trouve un peu moins, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment. Hmm. Et- Donc, j'ai une question sur les sélections qui n'a rien à voir avec le foot, sur le scolaire. Est-ce que un joueur peut être recalé ou ne pas du tout pris par rapport au bulletin scolaire, les notes ou le comportement qu'il peut avoir à l'école?
Moi, Non, pour attention à moi, ce que tu vas dire, parce qu'il y a eu à la Clairefontaine, on a eu des Des vidéos. vidéos de certains joueurs Ouais. où, franchement, au niveau scolaire, c'était pas ça. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais pour moi, de ta je génération. pense que ça peut être une excuse selon le talent du joueur. Ça, c'est ma version. Ça veut dire que tu es très très fort, tu peux être très très compliqué, ben, je pense que ça peut passer. Si tu es très bon et que, par contre, scolairement, c'est pas bien, surtout au niveau du comportement, je pense que ça peut poser problème. Par exemple, je crois, j'irais Kembo, c'est ce qu'on m'avait dit, ben, je crois qu'il rentre à Claire, parce que normalement, quand tu redoubles pas, tu arrives en quatrième. Ouais. Je crois qu'il arrive en 5e ou 6e, tu vois. Donc, il y avait un problème scolaire, mais très, très talentueux. Très, très fort. Donc c'est faux. Donc quand on dit oui, il faut être bon à l'école parce que sinon tu n'y arriveras pas à être football Et professionnel. peut-être une question de comportement aussi. Moi, je pense que c'est le comportement. Faut pas le crier très Voilà. haut, Ouais, voilà. mais Ouais. c'est la Non mais vérité. alors oui, mais Il y a en un fait, joueur qui est très bon, qui a des difficultés scolaires, mais Ouais. qui a un bon comportement. Mais un gamin qui peut avoir des résultats corrects, mais qui a un mauvais comportement disciplinaire au collège, je pense qu'ils peuvent. C'est plus le comportement que l'école. Hein. Ouais, exactement. C'est plus ce comportement. Mais après, je pense que un Athème, je crois, s'il serait arrivé en CM2, mais c'est Athème, ça passe. Tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Je pense aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Donc comment ça se passe? Alors une fois que tu as Clairefontaine, comment ça se passe là-bas? Comment ça fonctionnait? T'avais entraînement si t'étais à l'école, t'avais entraînement tous les jours. ouais, entraînement, ben, c'est la première fois que tu t'entraînes du lundi au vendredi. Ouais, t'avais jamais vécu ça? J'ai jamais vécu ça. Et si tu veux, le week-end, en fait, tu joues avec mes coéquipiers. Parce que j'étais revenu à Créteil. Et je joue avec des coéquipiers, en fait, que tu vois pas. Ce qui est quand même très compliqué, tu vois. C'était dur la transition Clairefontaine et Créteil à chaque fois, la semaine s'entraîner là-bas. Footballistiquement, non. Mais en fait, c'est pas normal. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas normal. Et on a été très, très dominant, etc. Et tout. Et moi, je vois en fait que je commence à progresser beaucoup plus vite parce que, en fait, je pense que la quantité d'entraînement plus la qualité de travail fait que je commence à passer des steps. Et si tu veux, pendant les 3 ans, nous, notre objectif, c'est d'être champion de France avec Parce l'INF. qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est 2 ans, et après, tu joues avec les Clairefontaine en U15 nationaux. Exactement. C'est plus le cas maintenant. C'est deux, maintenant, c'est 2 ans. que 2 ans. Ouais. Parce qu'avant, tu avais U15 nationaux et U17 nationaux, maintenant c'est U17, U19. Et donc, nous, notre objectif, parce qu'une fois que j'ai signé, moi, j'avais plus cette pression de pas signer quelque part. C'était plus certains de mes coéquipiers qui l'avaient. T'étais plus certains- libéré, toi. Exactement. Et des fois, c'est pas une bonne chose. Ouais, aussi, ouais. Et- Tu reposes sur tes acquis. Exactement. Mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les 3 ans, donc, on fait 3 années avec un groupe extraordinaire. Et déjà, les 84, en fait, ils arrivent en finale, c'est-à-dire la génération à Damien Parkis, Jacques Fati. Il y avait qui encore? Il y avait Luigi Glombard, Megni. Ouais. et ils perdent en finale contre Lyon. Je crois 2-0, un truc comme ça. Donc on se dit, nous, notre objectif, c'est d'être les premiers à être champions de France et tout. C'est ce qu'on arrive à faire avec un groupe extraordinaire. Mais paradoxalement, on n'est pas beaucoup à être passé pro et avoir duré. Parce T'avais qui avec Clairefontaine avec toi? Dans ma promo, Ouais. tu avais par exemple Nicolas Cousin, qui est D'accord. des gardiens du Paris Saint-Germain avec les pros maintenant. D'accord. Tu as Guillaume Ripper qui est formé à Nantes, qui est passé par Valenciennes, Evian. Rudy Haddad, qui était très connu quand on était jeune. Jimmy Briand, Jonathan Bru. Jim Ruyant, ouais. Nous, un de nos plus forts joueurs, ça a été par exemple Yohan Folly, qui est formé à Saint-Etienne, mais qui a commencé à 18 ans à Southampton, au temps où contre Chelsea, il y avait les Makelele, Ouais. etc. Et tout. Il y a Frédéric Ribeiro, qui était très fort, qui venait d'Evry. Donc, en fait, on avait plusieurs joueurs, mais des fois, je me demande, en fait, si tu veux, est-ce que le fait... En fait, Clerf, la problématique, à un moment donné, j'ai eu une réflexion par rapport à ça. Est-ce que, justement, le fait de trop développer ton QI font en sorte que tu as oublié que quand tu vas en centre de formation, il y a un côté individuel, en fait, que tu dois mettre en avant. Et je trouve que, moi, beaucoup de ma promo, après, c'est moi qui pense ça, n'ont pas passé le cap parce que, en fait, on t'intègre tellement dans un collectif que quand tu pars en centre, c'est là où ça commence, en fait, l'histoire du contrat, des vrais problèmes, etc. etc. Faire la différence. Exactement. Et je pense que moi, mes coéquipiers ont trop été des joueurs de collectif et ça les a pénalisés, en fait. Donc pour toi, Clairefontaine, alors c'est pas non plus très formateur. Alors c'est formateur peut-être sur le plan peut-être de comprendre le jeu, peut-être d'être plus intelligent. Parce qu'en fait, est-ce que Clairefontaine ça sert vraiment après? Parce que là, t'es en train de me faire comprendre que limite non. Non, ça t'enrichit footballistiquement. T'arrives avec un bagage football, attention. Mais à un moment donné, quand tu vas dans des centres de formation,
tu sais, c'est une image que je te donne, vaut mieux être le buteur que le passeur. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et si toi, par exemple, t'es formé, parce que c'est un sujet qu'on parle par rapport à la technique, le QI football, etc. Si toi, à un moment donné, t'es pas le joueur qui fait des diffs, qui fait la transversale, qui fait peut-être la dernière passe au lieu de l'avant-dernière passe, bah en fait, dans ton cheminement, j'ai compris ce que tu veux dire. T'es pas mis en avant. Mais est-ce que je peux te poser une question sur ça? Mais c'est bien parce que même moi, je réfléchis à ces trucs-là, mais moi, j'ai pas été à Clairefontaine, donc j'étais pas à ton niveau. Hein. Mais est-ce que, au contraire, Clairefontaine, au contraire, est dans la vérité et les centres de formation ne le sont pas, et que toi, au contraire, si vraiment tu souhaites devenir footballeur professionnel et que tu souhaites vraiment réussir dans ce milieu, au contraire, toi, avec de la persévérance et en ne lâchant rien et en ayant un sac à dos, et des fois peut-être partir ailleurs et tout, au contraire, toi, tu vas devenir peut-être un meilleur joueur que ceux qui sont qui sont peut-être ressortis individuellement sur les centres de formation. Tu vois, parce qu'en fait, je pense que le haut niveau, après tu me dis si je me trompe, je peux te tromper complètement, je pense que le haut niveau, au contraire, Clairefontaine, ce qui t'ont éduqué, va plus te servir sur le haut niveau, peut-être pour aller en Ligue 1, sur les matchs de Ligue 1, que sur les matchs de centre de formation pour moi. Tu vois. Bah, si tu veux, je vais te prendre mon cas. Je sais pas si je t'ai bien expliqué. Parce que Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vais te prendre mon cas. Moi, je pense qu'à un moment donné, je réussis parce que moi, mes qualités fortes, elles sont visibles. C'est-à-dire le dribble 1 contre 1, c'est un truc. À un moment donné, moi, j'ai pas besoin de faire un 1-2 avec toi. Si je peux aller en 1 contre 1, je peux aller en 1 contre 1. Et c'est une force, en fait. Et comment tu l'as développé, ça? Moi, depuis petit. Depuis petit, en bas de chez moi. Sauf que moi, moi, Créteil, ils m'ont tout donné. C'est-à-dire, quand je te dis ils m'ont tout donné, c'est-à-dire que j'ai pu m'exprimer en fait dans mon dribble à l'intérieur d'un cadre, et d'un cadre très fort. Et quand t'es petit et que tu fais beaucoup de gros tournois, parce que moi, quand j'étais petit, dès l'âge de 10-11 ans, j'avais pratiquement fait toute la France. Donc déjà, j'arrive avec une espèce d'expérience à mon âge, où d'aller faire un gros tournoi contre des gros clubs, j'ai déjà fait plusieurs fois. Et j'avais des amis qui étaient à Clairefontaine avec moi. C'est la première fois qu'ils rentraient. On rentrait tous dans une grosse structure. Oui. Mais tu rentres pas tous de la même manière. Tu rentres avec plus de bagages que quelqu'un d'autre. T'as pas la même pression parce que tu sais gérer des pressions. Et nous, on gagnait beaucoup de tournois à Créteil. Donc des finales, en fait, t'en fais. Moi, je me rappelle, on faisait un tournoi qui était connu qui s'appelait à Sablé-sur-Sarthe, à côté du Mans. Où ils faisaient un tournoi sur un hippodrome. Et je l'ai gagné plusieurs fois, ce tournoi. Où, en fait, lors des finales, par exemple, une finale, on avait joué contre Nantes. Et en fait, la finale, tous les parents sont autour du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, t'as je sais pas combien de personnes collées à la ligne. Tu dois même les pousser de la ligne. Et tu sais, c'est une forme de pression de vivre ça dès l'âge de plus petit. Mais quand tu es que dans le haut niveau de ta catégorie d'âge, en fait, t'es équipé. Et Clairefontaine... T'es prêt pour aller vivre ce qui peut plus haut, ce qui arrive, ce qu'on voit souvent à la télé aussi. Donc, Exactement. Quand tu parles justement de bagages, justement, est-ce que Clairefontaine, c'est pas un avantage quand tu rentres en centre par rapport à d'autres gamins qui arrivent 15-16 ans et ils vont vivre d'un seul coup l'éloignement familial, etc. Ils n'ont pas encore ce contexte, comme vous avez à Clairefontaine, isolé de vos parents, etc. Est-ce que c'est pas un avantage, d'un point de vue peut-être mental, de vivre ça 2-3 ans auparavant par rapport aux autres? En fait, si tu veux, le souci, c'est que dans Claire t'équipe au niveau technico-tactique. C'est-à-dire que même quand tu arrives en pro, tu comprends la façon de raisonner, la logique du football, etc. Sauf qu'à un moment donné, dans ton parcours qui t'emmène à ton objectif, tu es obligé à un moment donné de faire cette passation individuelle que mon poste réclame, par exemple de dribbler, etc. Mais peut-être que le défenseur de Clerf n'a pas ces outils-là, il a des outils collectifs, que le milieu de terrain a des outils collectifs, mais à un moment donné, tu dois te démarquer. Et vous vous rappelez, avant, pour avoir un contrat pro, c'était hyper compliqué. Parce que tu en as peut-être sur 20, tu n'en avais que 2 qui passaient. Mais toi, comment tu te démarques pour faire partie des 2? Et Claire t'équipe énormément sur tout ce qui est comment réfléchir au football, etc. Mais comment tu te démarques, ça, c'est ta personnalité et ton égoïsme, en fait, à un moment donné, qui doit prendre le dessus. Tu sais, souvent, on prend, par exemple, le cas d'Mbappé et son égoïsme, mais c'est ça qui a fait en sorte qu'il est ce qu'il est. Si à un moment donné, et nous-mêmes on l'aurait peut-être critiqué, si à un moment donné il était plus passeur que buteur, on aurait joué l'histoire de la stat à un moment donné. Et malheureusement, en fait, moi par exemple, tu vois, j'ai mis que 15 buts en carrière. Je suis offensif. C'est-à-dire que je mettais un but par an. J'ai réussi à durer 12 ans. J'ai mis plus que toi. Non, je rigole. mais au premier niveau non plus. Ce que tu viens de dire, tu penses que c'est français, c'est typiquement français, ou après, à l'étranger, il fonctionne différemment dans les centres? C'est-à-dire par rapport à quoi?
Par rapport à ce qu'il faut se montrer absolument, si tu marques pas les buts, que tu es personnel dans moi, je pense qu'il y a une perception des choses, et je pense que les médias où ils font beaucoup de mal, c'est une question de responsabilité. Si à un moment donné, il y a des joueurs, ils vont mettre en avant d'autres joueurs. Et souvent, nous, combien de fois ça nous est arrivé d'avoir pas vu un joueur qui a mis peut-être 10, 15 buts, on va le voir jouer, on est déçu. Pourquoi ? Parce que tu vois que c'est pas décroché entre les lignes, tu vois qu'il sent pas le jeu, tu vois qu'il truc. Mais en fait, tu vois que c'est un mec 18 mètres, il a besoin des autres. Et je trouve que dans les médias, on n'a pas assez de contenu sur en fait la globalité du foot et du jeu. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de Bordeaux que de temps en temps je commente. Début de saison, tu avais un joueur qui s'appelait Mathieu Villette qui l'ont pris à La Roche-sur-Yon. Il n'a pas marqué les 2-3 premiers matchs parce que chez nous, en fait, y a une forme de pression parce que chaque année, chaque DNCG, on a chaud, etc. Et tout. Donc, si tu gagnes pas chaque match, les supporters, ils sont tendus. Et tu vois, quand je parlais du match, justement, où ils ont décollé contre Poitiers, à un moment donné, le mec, c'est un joueur de surface. C'est pas parce que tu as vu 15-20 buts sur son CV que tu vas croire qu'il va prendre le ballon de ses 35 mètres, qu'il va dribbler 10 joueurs. Non, c'est pas ce joueur-là. Et justement, il y a un fantasme. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, en fait, ils regardent pas les matchs. Ils comprennent pas ce qu'ils regardent. Exactement, ils comprennent pas ce qu'ils regardent. Et c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, quand on parlait de la France et de l'Espagne et que je fais un comparatif, on n'aime pas les mêmes choses. Des fois, moi, je vais kiffer un mec qui va casser une ligne qui va éliminer 4 mecs parce que et il sera ni buteur ni passeur, mais c'est lui qui a fait la passe la plus importante. Et au lieu de la sublimer la place, de la comment on appelle ça, de la valoriser. En fait, on va parler que du buteur, etc. Et tu sais, ça, c'est même néfaste parce que ça rend égoïste même les autres joueurs. Parce que, à force de parler du buteur, combien de fois il y a des joueurs, des petits, ils ont voulu être attaquants parce qu'on a valorisé que le buteur. T'en as qui veulent même les défenseurs ne veulent plus défendre. Il faut qu'on travaille ensemble. Je bois ces paroles. Non, mais ils veulent être de relanceurs. T'as raison. Et alors que des numéros 4 à l'ancienne, on a apprécié des numéros 4 à l'ancienne. Ça veut dire que on a kiffé le mec, oui, t'as des pieds carrés, mais par contre, personne ne passe. On respectait ça. Là, maintenant, si un joueur, c'est pas Thiago Silva dans l'élégance, etc., mais par contre, il se fait que défoncer en 1 contre 1, on oublie qu'en fait, c'est un mauvais défenseur. Et c'est tellement allé dans un extrême que même les gardiens, on les prenait pour leurs pieds, pas pour leurs mains. Donc, c'était pour te dire que c'est vrai. J'ai une question, rien à voir avec La Fontaine, mais rien à voir avec ça. C'est l'éloignement de tes parents. Comment tu l'as vécu ? Moi, c'est l'après-carrière que ça a été dur. Pourquoi ? Parce que tant qu'en fait, tu es dans les clous et tu as ce que tu veux, c'est-à-dire avoir joué, être pro, etc., ça va. Mais en fin de compte, que moi, je vois, tu vois, par exemple, familialement, t'es plus pareil avec tes parents parce que en fait, t'as plus vécu avec eux. Et indirectement, tu vois, c'est violent. Et encore, moi, je suis quelqu'un, je trouve que je suis fort mentalement, je cache, j'arrive à bien, tu sais, garder mes sentiments et tout. Mais je pense que ça m'a marqué parce que c'est comme si on t'enlevait de quelque chose. Moi, tu vois, mon garçon, tu vois, il est en centre de formation à Monaco. Je peux dire ce que je veux. En fait, ça a brisé une famille, en fait, tu vois. Parce que je ne verrai plus mon fils de la même manière. Même quand je vais le récupérer, peut-être que, comme il va être un peu plus vieux, il y a 2 ans, tu l'as interdit de sortir pour telle raison. Maintenant, tu peux plus. Il y a des trucs, en fait, qui vont t'échapper. Et c'est assez violent, je trouve. Même si je ne l'ai jamais montré, tu vois. À Clairefontaine ? Là, tu parles de ta carrière, mais à Clairefontaine, là, je pense que tu parlais plus à Clairefontaine. Ouais, à Clairefontaine. Ouais. C'était la première fois que quand même tu quittais ta. Clairefontaine ou le centre. Et encore, Claire, ce qui est bien, c'est que tu es en région parisienne. Oui, voilà, tu rentres tous les week-ends. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, quand j'arrive à Monaco, au départ, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il y avait Thauvin qui disait, l'équivalent de Clairefontaine à Châteauroux, il prenait le bus le dimanche soir et il pleurait. Exactement. Toi aussi. Moi, quand je suis arrivé à Monaco, parce que, en fait, au départ, je pleure parce que quand je suis à Clairefontaine, parce que mes potes de Boissy me manquent. Mais quand j'arrive à Monaco, je recommence parce que je me rappelle, on fait un tournoi au Japon, parce que c'était avant la Coupe du Monde 2002 au Japon.
Et j'y vais pas parce que Clairefontaine me manque. Parce que, tu sais, Clairefontaine, des fois, je le vois un peu comme, je te dis pas le Barça, mais dans la même idée football, tu vois. Et parce qu'on regarde pas c'est qui le buteur, on joue les uns pour les autres, etc. Et quand tu arrives à Monaco, ben déjà, tu dois te faire des potes, tu dois faire ta place. Il n'y avait aucun joueur qui était avec toi de Clerf à Monaco qui sont passés. Non. Il a tout recommencé, en fait. Exactement. En fait, s'il y en avait un 84, Julien Poulengue, qui était plus grand, que je connaissais. Mais les autres, en fait, je les voyais de temps en temps, en fait, pendant les périodes, on va dire, scolaires, quand j'avais des stages à faire sur Monaco. Mais au départ, c'était pas vraiment mes potes. Donc, Qu'est-ce que ont les joueurs quand toi, tu es à Clairefontaine, qu'est-ce qu'ont ces joueurs-là de plus que ceux qui n'ont pas réussi à rentrer, pour toi? Qu'est-ce que vous aviez de plus Qui arrive en d'autres centre, joueurs qui arrive en qui arrivent à Clairefontaine, quand tu es à Clairefontaine? Parce que tout le monde rêve, tous les jeunes rêvent d'être allés à Clairefontaine. Aujourd'hui, Clairefontaine, pour les jeunes, c'est un truc de fou. Donc, Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi lui et pas un autre? qu'est-ce que vous avez de plus que ces jeunes qui sont aussi joueurs dans des clubs amateurs? tu parles de ceux de la région parisienne qui n'ont pas accédé. Ouais. Moi, je pense que c'est une question de détail parce que à Paris, il y a trop de talent. Et à un moment donné, c'est des détails qui font que lui, il passe et lui, il passe pas. Sauf que ces détails, en fait, ils ont une importance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas autant structuré. Quand tu passes du lundi au vendredi à t'entraîner et que peut-être celui qui était un petit peu moins fort que toi, il passe que lundi, mardi et vendredi, en fait, sur 2-3 ans, la diff, elle commence à se faire. Et surtout que toi, en fait, tout est fait pour que tu réussisses parce qu'on te met dans des conditions de pro pendant que le joueur qui est dans des conditions amateurs, il va se forger. Mais il va moins croire à sa réussite que toi, en fait. Parce que toi, dans un cadre qui fait que exactement. on doit t'emmener là-haut. Je voulais m'arrêter sur un truc, sur un point, c'est le fait que tu disais que vu que tu t'entraînais tous les jours, là tu voyais que tu faisais la différence et que tu commences à progresser. Donc pour toi, il faut s'entraîner tous les jours. Pour moi, non. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une question de durée. C'est toujours... Si je te dis de 13 à 16 ans, tu deviens pro, je te dis, ouais, il faut s'entraîner tous les jours. Mais là, c'est de 13 à 18-19 ans que tu as tes contrats. Moi, je trouve que déjà, il y a une usure mentale. Il y a une usure mentale pour moi, pour les coachs. Tu as une usure mentale aussi pour les joueurs. Je te dirais même qu'il faudrait faire lundi, mardi, jeudi, vendredi et couper le mercredi. Ça, c'est parce que déjà, il y a beaucoup de blessures. Les joueurs jouent très tôt parce que avec ce qui se passe maintenant avec l'école de foot, t'as une surcharge d'entraînement parce que tu as des joueurs qui s'entraînent même en plus avec que ce soit après c'est ce qu'il faut. Comment à côté, etc. Et tout. Et tu as une usure mentale parce que le foot, t'en as tellement fait en fait que je te dis pas que ça te dégoûte, mais tu as moins de motivation là où ça devient l'enjeu devient de plus en plus une lassitude, quoi. Exactement. Mais t'es obligé. On dirait que c'est que dans le foot qu'il y a cette mentalité-là, parce que moi, là, si par exemple, moi je vous disais, par exemple, à 13 ans, que je veux devenir le plus grand musicien, le plus grand pianiste du monde, et que je te dis tous les soirs je fais 2 heures de piano, je pense que tu vas me dire, ouais, c'est bien, tu as peut-être plus de chances de réussir. Mais dans le foot, dès qu'on parle de s'entraîner tous les jours, on dit, ah non, stop. C'est trop, ça va être une surcharge pour le gamin. On dirait que limite c'est limite, je veux pas que tu réussisses parce que je sais pas si aux États-Unis, par contre, la mentalité américaine, elle est comme ça, tu vois. J'ai l'impression que le foot, s'il y a que le foot, faut pas s'entraîner tous les jours. Alors que pour moi, c'est mon avis, pour moi, je pense que si c'est bien fait et que tu travailles correctement, que t'as bien planifié ce que tu dois travailler sur la semaine, parce que tu parles de surcharge et tout, c'est normal. Si tu fais que du physique tous les jours, c'est sûr que ça va pas être problématique. Mais je pense que si tu pars sur de l'amusement tous les jours, je pense que tu peux t'entraîner tous les jours, moi. Justement, moi, je trouve qu'il faut toucher à d'autres sports. En fait, tu as une fraîcheur mentale à avoir. Faire toujours la même chose, c'est parce que tu dois avoir un objectif pour le faire. Si tu le fais et tu t'entraînes bien, mais t'es pas bon en match, t'as beau t'entraîner bien, si t'es pas bon, t'es pas bon. Le repos fait partie de l'entraînement, je suis d'accord avec toi aussi. Comment ? Le repos aussi fait partie de l'entraînement. Exactement. Et de voir autre chose. Moi, je trouve déjà, nous, les footballeurs, on est trop entre nous. On n'est pas assez, tu sais, ouvert à échanger avec... Moi, le monde amateur, j'ai entraîné. Moi, ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a permis aussi de relativiser sur certaines choses, etc. Même s'il devrait y avoir plus de ponts pour moi entre le monde amateur et le monde pro, parce que t'as de la qualité dans le monde amateur, sauf qu'ils sont pas assez mis en avant. Et derrière, ça aussi provoque une frustration du monde amateur, parce que on leur donne pas de place aussi dans le monde professionnel. Donc t'as un mélange de tout, mais moi je suis pas sûr que la bonne idée, surtout que les jeunes, quand ils arrivent à 15-16 ans, on va pas se mentir, les filles, elles arrivent dans la tête, aller en boîte de nuit, etc. Et c'est des choses que tu peux pas, en fait, occulter. Tu es obligé d'en prendre compte, parce que tu as des joueurs, d'un coup, ils explosent. Ils te disent, ils en ont marre du foot. Toi, tu l'as pas vu venir, mais parce que le mec, il est saturé de football. Mais je veux revenir sur Clairefontaine, quand tu parles de Clairefontaine. Quand tu es à Clairefontaine et
quand tu es à Clairefontaine et que tu redescends, parce que tu me dis que tu retournais le week-end avec ton équipe, qui t'ont pas vu de la semaine, est-ce que tu ressentais une forme de jalousie par rapport même aux peut-être des parents qui se plaignaient? Parce que quand tu revenais, tu jouais directement titulaire. Tu étais surclassé ou pas? Non. Tu jouais titulaire à la place d'un mec qui s'entraînait toute la semaine aussi, mais qui n'est pas vu. Comment est-ce que tu as ressenti la jalousie des parents ou peut-être des joueurs qui étaient aussi dans le club, tu vois? Non, parce que je pense qu'en fait, ma légitimité, elle venait que ça a été toujours mon club depuis petit. Tu fais partie des meubles. Tu fais partie des meubles et tout. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des petits qui signent dans des clubs et on les envoie dans des clubs plus hauts, en R1. Et ils découvrent tout et là-bas. Ils jouent le week-end alors qu'ils sont pas du tout, ils ont jamais joué dans ce club-là auparavant. Oui, exactement. Mais je pense que ça pose plus problème parce que ça fait une forme d'arriviste. Alors que là, tu sais que voilà, tu viens du club, etc. et tout. Et donc, tout ça, c'est... Tu signes ensuite à Monaco, donc tu rentres en centre, donc c'est à 15-16 ans, c'est ça. Donc comment ça se passe ton entrée à Monaco? Bah écoute, comme je te disais, au départ c'était difficile parce que je pleurais par rapport à Claire. En plus, on était champion de France, donc tu quittes une ambiance, les frères pour la vie, une ambiance, 3 ans que tu vis ensemble et tout. Et directement, je joue en 17 nationaux. Et en fait, si tu veux, moi je me rendais pas compte, mais en fait, t'as beaucoup, même de ma promo, ils ont des couacs. C'est-à-dire qu'ils sont en première année, ils s'imposent pas direct en 17 NAS. Et moi, tu vois, j'ai jamais connu, par exemple, jouer en équipe 2 à Monaco, ça m'est jamais arrivé. Et si tu veux, moi, j'avais un contrat de 5 ans espoir. Et quand t'as des contrats comme ça, en gros, c'est le club, il compte sur toi. Sauf que moi, mon plus gros problème, ça a été le confort. Ça a été, en gros, comme on sait qu'en fait, on compte sur moi, j'avais pas fait d'objectif précis à dire. J'ai jamais rêvé, par exemple, d'être en équipe de France. D'accord, ok. Ouais, j'ai toujours été content d'être pro. Je pense qu'à un moment donné, le fait d'être pas bon devant le but, par contre, d'avoir ce manque de décision, m'a privé en fait d'être de plus en plus haut dans le football. Mais par contre, mes années monégasques, ils ont essayé de me construire comme ça. Mais indirectement, j'ai refusé. Et entre l'INF et le centre de formation, tu vois une réelle différence dans l'apprentissage? Ou pour toi, c'est un peu similaire? Non, tu fais une différence parce que moi, quand j'arrive avec un bagage où je chante techniquement, je suis beaucoup plus à l'aise que la moyenne. T'as une palette large, quoi. Exactement, et même s'ils sont plus grands que moi. Et je vois que directement, j'impose une forme de respect parce que... on me regarde avec un regard de tiens, t'es fort, toi, tu vois. Mais est-ce que toi, tu vois une différence avec ceux qui n'ont pas été à Clairefontaine? Est-ce que tu te dis, par exemple, tu vois la différence dans le ressenti du jeu, Exactement, sur des unes sur l'espace. La compréhension. Exactement. Tactiquement aussi, non? Peut-être aussi, ouais. Exactement, parce qu'il y a des choses, elles vont se faire immédiatement. Mais tu as des choses, en fait, elles vont prendre un peu plus de temps. Des fois, le ballon va pas être perdu, mais par exemple, un 1-2, peut-être au lieu de faire 3 touches ou 2 touches, il va en faire plus que sur l'action qui est demandée, etc., parce qu'il a mal positionné son corps, etc. Mais quand je dis mal positionné son corps, c'est que je la juge pas sur une action, c'est que la même personne a fait plusieurs fois et tu sens que c'est je dis pas un défaut, mais vous m'avez compris. Ça ralentit. Ouais, ça ralentit, etc. Ensuite, donc tu fais ton premier match pro avec Monaco. Ouais. Alors comment tu l'as vécu ce truc-là? C'est qu'on t'appelle, tu te rappelles de ce moment-là ou pas? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, nous on était en CFA. À l'époque, ça s'appelait la N2, c'était la CFA. Et c'est le fameux match Marseille-Monaco où il envoie tous les jeunes. C'était l'année 2004 où ils vont en Ligue des Champions. Et on joue contre Pogba, Drogba, Meriem et tout. Ouais, tu commences par les vélodromes, c'est ouf. Hein. Mais en plus, on commence. Meilleur stade ou pas, le Vélodrome? Meilleur stade que t'es joué ou pas, le Vélodrome? Tu vois, figure-toi, je kiffe pas l'ancien. Par contre, le fermé, il est ouf. Ah ouais? Ouais. Le bruit et tout, c'est quelque chose. Mais tu vois, je le dis en public. Je suis de Bordeaux. Bordeaux, on n'est pas censé kiffer Marseille. Ouais. Et en même temps, je suis de Paris, on n'est pas censé kiffer Marseille. Mais tu dois leur reconnaître que l'architecture du stade qu'ils ont fait, elle est dingue. Et pour commencer, forcément, ça a été ouf. Mais tu vois, j'avais pas kiffé mon entrée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à travailler. T'avais joué contre Marseille, le vrai match? Comment? C'est contre la Légion Auxerre, tu joues? En Ligue 1. En Ligue 1, ouais. Mais mon premier match, c'était il y a 2 ans avant, c'était en Coupe de la Ligue. D'accord, ok. Contre Marseille, ouais. D'accord, ok. En Ligue 2. Comment? Quand le Monaco est en Ligue 2, c'est ça? Ah non.
C'était en. Moi, Coupe c'était de au temps Ligue. Deschamps. Coupe de Ligue. Ouais, c'était l'année où ils font finale de Ligue des Champions contre D'accord, Porto. Mais t'es pas dans le groupe de Ligue des Champions. Non. En fait, si tu veux, j'ai joué 2 matchs. J'allais de temps en temps avec eux, mais j'ai jamais joué avec eux, tu vois. Donc après, ton premier match officiel en Ligue 1 avec Monaco, c'est face à Auxerre. À Auxerre, ouais. Et comment ça se passe là? Tu devais être heureux, non? Ouais, parce que si tu veux, en fait, j'étais un peu, tu sais, pas un branleur, mais tu vois. Je peux le dire. Hein. Non, tu sais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que donc j'avais signé 5 ans Espoir et je rentrais dans ma 5e année. Et Deschamps, il m'aimait bien, mais en même temps, parce que je veux donner une petite anecdote, c'est que la première fois quand je joue, on fait une opposition contre les pros, et mes 3 premiers ballons, je me rappelle, je crois que c'était contre Eric Cubillier, et je rate mes 3 premiers 1 contre 1, et ça m'arrive jamais, tu vois, donc qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Et après, je prends le dessus, je fais un très bon entraînement et tout, et j'ai un de mes potes qui me dit, putain, Deschamps, il t'a kiffé et tout, et il rigole, il me dit, mais il a demandé au club, c'était qui lui, comment ça se passait et tout. Il me dit, ouais, il arrive souvent en retard et tout. Il a dit, quoi, virez-le, tu vois. Deschamps, il a dit ça, tu vois. Et, c'est ce qu'on m'avait rapporté. Et quand il dit ça, indirectement, tu vois, il a raison, parce qu'en fait, il pose un cadre. Et c'est ce qu'il est. Didier Deschamps, c'est un cadre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il fait la carrière qu'il a fait, parce qu'il a posé un cadre dès le départ c'est quelqu'un qui tranche. Mais ça ne l'a pas empêché, si tu veux, de m'apprécier, parce que j'allais de temps en temps avec les pros, des fois, j'y allais pas du tout. Tu vois, avant, en fait, ma dernière année Espoir, il me prend à part, il me dit, voilà, je suis pas trop content de ce que tu fais ces 2 dernières années et tout. Par contre, si tu fais une bonne pré-saison, en gros, je vais te faire signer pro. Et en fait, je signe pro parce que je fais une bonne pré-saison. C'est Didier Deschamps qui te lance dans le bain du football professionnel. Exactement. À l'époque, tu faisais pas les 2 premiers matchs que tu fais avant l'année d'avant, tu signais pro normalement. Non, c'est pas ça. Maintenant, c'est. Non, en fait, tu avais une obligation. Tu te rappelles, à l'époque, c'est qu'au bout de 15 matchs, les clubs étaient obligés de te faire signer pro. Okay. Et des fois, il laissait des mecs à 14. Exprès, ouais. Et comment tu as géré le vestiaire? Parce que toi, tu es habitué, voilà, INF Clairefontaine, les jeunes, le club amateur, INF Clairefontaine, le centre de formation. Ensuite, le vestiaire dans un club professionnel. Parce que là, tu rentres dans le grand bain. Ouais. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est complètement différent? Monaco, c'est un peu l'ONU parce que tu as toutes les langues. Ouais. Tu vois, tu as des Italiens, tu as des Espagnols, tu as des Français, Portugais, etc. Et nous, on était les petits jeunes du centre. Donc forcément, quand tu arrives, en plus, eux, ils te posent déjà un cadre. Déjà, quand tu t'habillais, tu te faisais tellement petit parce que c'était compliqué. Tu l'as ramené une fois, tu te faisais tuer. Tu ratais un contrôle, tu te faisais tuer. Franchement, les anciens Ah ouais, c'était une exigence. T'avais qui à l'époque là? Il y avait quoi? Les Evra, Morientes, t'avais Evra, Morientes, Julie, t'avais Roten, t'avais Adebayor, Saviola, t'avais qui? Gardien, c'était qui encore? Flavio Roma. Ouais, exactement. Et il y avait une exigence, même des fois, ça me saoulait d'aller avec les pros. Parce que tu perdais un ballon, tu te faisais détruire. Mais quand je dis un ballon, c'est pas une expression. Et parce que, en fait, je te dis ça pourquoi? Parce que nous, la manière dont on a accueilli les jeunes, je peux te dire, c'est pas la même manière que eux nous ont accueillis. Hein. Toi, tu vois vraiment la différence maintenant avec aujourd'hui à ton époque? Choc des générations. Alors, pour toi, là, c'était quoi le mieux? À ton époque ou maintenant on laisse plus les jeunes faire ce qu'ils veulent? Moi, je pense que c'est notre époque parce que le problème d'un jeune, c'est que quand t'es trop gentil avec lui, il peut te mettre la main sur l'épaule 2 heures plus tard, tu vois. C'est une façon de parler, tu vois. Et tu lui donnes pas un cadre. Et il a besoin d'avoir un cadre. Et justement, pour revenir à mon début à Monaco, en fait, le vestiaire, si tu veux, ils vont te respecter en fait par rapport à ce que tu produis sur le terrain. S'ils voient des qualités fortes, etc. Mais même tes qualités fortes ne suffisent pas parce qu'à un moment donné, il faut que tu performes. Et ça t'est bien passé en pré-saison. Il a commencé à me donner du temps de jeu, que ce soit en championnat. C'était en championnat. Et je me rappelle, en Ligue des Champions, on joue le Betis en préliminaire. Et on perdait 1-0. Et je te mens pas que j'avais peur, tu vois. Il m'envoie m'échauffer, mais tu sais que tu vas et t'espères que tu vas pas rentrer. Et il voit dans mon regard que... T'es pas bien. Ouais, ça sent le smecta, tu vois. Et il me remet en fait, il me fait rasseoir sur le banc et tout. Et à un moment donné, ces questions-là, en fait, tu te les poses parce qu'à un moment donné, tu dois t'imposer.
Et ce qui se passe, c'est que cette année-là, Deschamps, en fait, il part parce que, en fait, il est à la fin d'un cycle. Et c'est un Italien qui arrive, Francesco Guidolin, qui me donne, en fait, ma chance et tout. Et qui comptait beaucoup sur moi. Sauf que je pense qu'à un moment donné, je l'ai déçu parce que j'ai pas fait ce qu'il faut, parce que des fois, il mettait Olivier Capot sur le banc, il me faisait jouer, tu vois. Et pour que tu gardes ta place, à un moment donné, tu dois scorer, tu dois faire des stats. Exactement. Là où, par contre, je pêchais, tu vois. Et t'avais un agent? Non, je pense pas. Comment tu gères? Parce qu'il y a un aspect que je pense que beaucoup de jeunes se posent la question, c'est sur l'aspect financier. Ouais. Tu commences à avoir un salaire, tu commences à toucher quand même, je pense, des sommes que tu pensais pas toucher dans ta vie, je pense. C'était léger au départ. Hein. Léger. C'était moins de 10 000 euros. Oui, mais quand même. Déjà, je pense que tes parents touchaient plus que tes parents, déjà, non? Ouais, mais tu sais, quand t'es dans la bulle football, tu te rends pas compte de ça? Non, Et tu vois, c'est pas une phrase que des fois j'aime entendre, tu vois, par exemple, de dire voilà, les personnes normaux touchent tant. C'est en gros de dire voilà, je vaux tant sur le marché. C'est mieux de dire ça. Parce que des fois, tu vas toucher 20 000, 30 000, alors que ça se trouve, la moyenne de ton vestiaire, elle est à 80, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quoi le maximum que tu as touché, toi? C'est entre 80 et 100. Mais c'est là que je veux en venir. Est-ce que pour toi, c'est vraiment... parce que la première fois que tu touches ces sommes-là, est-ce que pour toi, vraiment, c'est très dur à gérer? Est-ce que tu as d'autres problèmes qui arrivent? Parce que, je ne vais pas te le cacher, je connais des joueurs qui me disaient, voilà, quand j'ai signé pro, voilà, il y a la famille, ils savent qu'après, il y a eu le renouvellement de contrat, bon, ça a rechangé, j'ai touché plus, mes potes le savaient, ça a créé ensuite beaucoup plus de problèmes, des gens aussi des fois qui vous raquettent, des trucs comme ça, donc est-ce que tu as eu des problèmes comme ça ou pas? Non, mais parce qu'après, par contre, on n'a pas d'éducation financière. Ça, c'est vrai, parce qu'on reste, une fois, dans notre bulle. On reste dans notre bulle, donc la première fois, t'as les petits contrats version football, on va dire. Mais c'est pas ça qui me fait quelque chose, parce que tu es dans ton club formateur, tu es en train de te toucher à ton rêve, c'est d'être professionnel. Par contre, une fois que tu as ton contrat, en fait, c'est le début aussi de quelque chose. Parce que souvent, dans les 3 premières années de ton contrat, tu dois avoir du temps de jeu. Si tu n'en as pas, souvent, tu te fais prêter dans des clubs de seconde division, ou 3e, ça dépend du potentiel que les gens entrevoient chez toi. Et derrière, tu dois arriver à faire la saison qui fait qu'à un moment donné, en fait, tu commences à être reconnu dans le monde de football, en fait. Tu sais, c'est plusieurs étapes, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et moi, ma première année, en fait, elle était très bien avec Guidolin au départ, mais elle s'est mal finie parce que les 6 derniers mois, en fait, il me prenait en groupe et il me faisait pas jouer, tu vois. Et donc, l'année suivante, je me suis fait prêter à Sedan. À Sedan, tu as fait Sedan, Sochaux, après tu es parti à Bordeaux. À partir de quand tu t'es blessé? Tu as fait ta blessure à Bordeaux, ça? Ouais, en 2016. Et une blessure où je me suis jamais remis, tu vois, pendant 1 an et demi. Après, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Le monde pro, pour toi, c'est avec du recul, c'était dur ou c'est pas si dur qu'on le croit? Il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question, ils se disent que c'est vraiment dur. Est-ce que En fait, ce qui est dur, c'est qu'on est beaucoup sur le marché. Si t'es 20 et qu'il n'y a que 11 places, ça va. Mais si t'es 300 et qu'il y a 11 places, en fait, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus de monde. Et souvent, tu vois, par exemple, je le dis beaucoup, tu vois, par exemple, à des joueurs, des fois, tu peux avoir un certain niveau, mais tu as un certain niveau par rapport à qui? C'est toujours la même chose. Tu es fort par rapport à qui? Tu as des joueurs, tu vois, tu peux trouver que c'est un bon joueur. L'autre fois, tu vois, je suis allé voir Monaco City en Youth League. Tu as des très, très bons joueurs à Monaco, mais il y avait un 2008 de Manchester City, tu dis waouh. Donc, à un moment donné, tu as le 2008 qui est comme ça, mais tes 2008, tu les places où? Et pourtant, ce sont des très bons joueurs. Mais tu as toujours... Excuse-moi. Non, je disais souvent, parce qu'on va se comparer à notre génération. Ouais. Mais quand tu arrives dans le monde pro ou dans le monde senior, c'est 15 générations. Et dans le monde pro, c'est la planète entière. Donc, tu as les gens qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud. Donc, ta concurrence, elle est énormissime. Ouais, exactement, elle est énormissime. Et c'est pour ça que tu dois pas travailler... Tu dois toujours, justement... toujours travailler et avoir de la résilience. Parce que la résilience, pour moi, c'est le mot-clé. Combien de joueurs, des fois, et que ce soit en U13, U15, U17, là, je vais te prendre l'exemple d'un joueur qui jouait avec mon fils à Créteil, 2 ans à
à Clairefontaine, pas trouvé de club parce qu'en retard morpho, gardien. Je vois, il fait la Gambardella avec Dijon en 2008. Là, je vois, il est pris pour faire la Coupe du Monde. Je crois que c'est au Qatar, les 2008, là. Ouais, je sais plus, j'ai les pas U18. suivi ça. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et pour moi, c'est ça de la résilience. C'est parce qu'à un moment donné, dans ton parcours, souvent les jeunes, en fait, le gros défaut qu'ils vont avoir, c'est que s'ils prennent pas ce premier train et disent ah non, moi c'est fini pour moi, et là, en fait, ils se servent de ça pour abandonner indirectement, tu vois. Non, je te pose quelques questions et Ouais. tu es obligé de répondre. Dis-moi, ouais. Pas de langue de bois. ok. Ouais. Qui a été le pire entraîneur que tu aies connu dans ta carrière? Frédéric Hans. Pour quelle raison? Quel club? J'ai déjà dit quel club et quel. Mans, non L'humain, l'attitude. Ok. Ouais. Le meilleur? Francis Gillot. Sochaux. Ouais. Ok. La pire bêtise que tu aies faite en centre de formation? Pire bêtise. Je suis pas un mec de bêtises, moi. Sincèrement. hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? calme, toi, hein. Il y a pas Ouais, de à mon avis, c'est un une filou. fois- À mon une avis, fois, c'est un ouais. filou. C'est un filou. Non, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que un jour, j'avais pas de voiture pour aller à la Turbie en CFA. Parce que souvent, c'était des mecs qui avaient le permis qui nous montaient et tout. Et j'avais dit à un joueur, appelle le coach, dis-lui, je viens pas aujourd'hui. Mais en fait, mais tu sais, sur le moment, je te jure, je fais pas attention à la dinguerie que j'étais, mais parce que je pense que j'étais trop à l'aise. Ouais. Et moi, il fallait me mettre des contrats d'1 an, je pense. Tu vois, Dans le confort. ouais, exactement, tu vois. Mais je me rappelle que j'avais sorti une dinguerie et l'autre, il a rigolé le téléphone. Il a dit écoute, moi, je viens te chercher. Parce que tu sais, à Monaco, comme t'es en bas et la Turbie, c'est Là-haut. en hauteur et tout. Et il était venu me chercher et tout, mais c'était. Il t'a sauvé. Il m'a sauvé un peu. Ouais. Le joueur qui t'a le plus marqué? Zlatan. Ibrahimovic. Contre Parce qu'il t'a marqué. Là, contre, d'abord, ouais. Ouais, Zlatan, ouais. Le côté 1,95, t'as des pieds d'indice, tu mets des buts extraordinaires. C'est des joueurs rares, en fait. Son profil, il est rare à copier, tu vois. Et c'est surprenant de le voir sur le terrain. C'est surprenant et il dégage. C'est une star. T'as pas joué contre Verratti, toi? Si. Moi, tout le monde me dit Verratti, moi. Si, l'époque Zlatan, c'est C'est une dinguerie. Verratti, genre entre Zlatan et Verratti, j'ai plus de joueurs pro qui me disent Verratti que Zlatan. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Après, tu sais, moi, quand on avait joué PSG Bordeaux, Landry Nguemo, paix à son âme, tu vois, il s'était bien occupé de lui. Mais enfin, occupé de lui, il a quand même dominé. Hein, mais Verratti, c'est moi, un mec de cette taille-là, avec les mollets, tu vas pas hyper vite. Techniquement, c'est un film. La manière dont il gère les temps forts et temps faibles d'un match et tout. Moi, c'est les zones de risque où il va. Moi, c'est mon joueur. Et avec qui t'as joué? Dalmat, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Ah ouais? Ouais. C'était où, à Sochaux ou à Bordeaux? Ouais. Ça va fort des deux côtés, des deux pieds et tout. C'est puissant, c'est phénoménal. Ouais. Là, on va venir sur la vie privée un peu. Ouais. Tu avais souvent les yeux rouges le matin au centre de formation. Tu peux nous dire pourquoi? NBA, mon gars. C'est la bonne info que j'ai. NBA. Pourquoi? Moi, c'est moi qui ai ramené la NBA. C'est moi qui ai ramené la. C'est moi qui ai ramené la NBA dans le football. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont tous dedans, là, les Griezmann, les Ah, Pogba, les Mbappé. en tout cas, moi, je l'ai ramené à Monaco parce que déjà, on m'appelait Iverson, Kobe et tout parce que j'étais un grand fan de NBA. C'est ce que j'ai entendu dire. Et T'avais les nattes? non, Comme Iverson. non. J'avais qu'une coupe, c'était la boule. Moi, je savais pas faire autre chose, tu vois. Et Non, mais c'est vrai qu'ils disent. L'anecdote, c'est qu'ils te voyaient arriver le matin avec les yeux rouges. Ils savaient que tu avais regardé un match toute de la nuit. NBA, exactement, ouais. Exactement. Bah, figure-toi que même à Clerf, on jouait les phases finales 6 ou 8 heures plus tard. J'avais pris la télé en fait du surveillant parce que c'était le game 1 des Sixers Lakers game 1 ouais, avec Iverson à l'époque, tu vois. Donc j'étais assez. Tu l'as débranché, tu l'as emmené dans la chambre. Comment? Ouais. Mais c'était pas les écrans plats, à l'époque. Non. Il avait des trucs bien balèzes. Non, c'est la petite télé carrée, ouais. Ton père avait une particularité pendant les matchs au centre à Monaco. C'était quoi? Non, ça c'est inventé. Non. Je te jure que c'est inventé. Moi, je sais pas. C'est inventé. Non, parce Qu'est-ce qu'il a inventé? Non, parce qu'à Créteil, ils faisaient des dingueries, mon daron. Non, mais moi, on va dire Monaco. Qu'est-ce qui était inventé? Mais à Monaco, il était moins là déjà. Ouais, mais on m'a dit qu'il était là, en tout cas. Oui, il me suivait. Quand je driblais, c'est ça? En fait, il suivait Ouais, tout ouais. le long. À chaque fois qu'il faisait une accélération, il me suivait tout le long. Je te jure que c'est des mythos. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas. Donc il a un daron qui court vite alors. Ouais. Là, on va revenir un peu au sérieux. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme dans le football?
Victime, oui et non, parce qu'une fois, j'étais allé à Chypre, on avait joué contre l'Arnaca. D'accord, ouais. Et par contre, j'avais entendu des bruits de singes, mais avec moi qui était de mon côté, j'ai vu ça. En fait, non, tu dis non, c'est pas à toi qu'ils ont fait ça, en fait. Et en fait, quand tu le vis sur le moment, t'es là, tu sais même pas quoi dire. T'as envie d'arrêter le match, t'as envie de. Mais. C'est avec quel club, toi? Avec Bordeaux. Bordeaux. Mais ça n'a pas duré longtemps, mais spécial le truc sur le moment, tu vois. Tu peux nous raconter ton meilleur souvenir de ta carrière? Bah, Coupe de France 2013. Hein. Final. La finale. Ouais, parce que c'est mon seul trophée. Tu vois, par exemple, quand j'étais petit, j'ai gagné beaucoup de choses. Et dès que je suis arrivé de centre de formation à pro, il n'y a rien eu. Après, j'ai pas fait. Non, mais toi, au moins, t'as un trophée. Il y en a, ils en ont pas. Je ne citerai pas. Mais c'est du côté du Sud. Ah oui, tu parles de. Oui, mais il est très fort. Il est très très fort. Tu parles de paillettes. Il est très très fort en foot. Et ton pire souvenir? Ma période Sochaux avec Hans, ouais. Ah, ça t'a... Ouais, parce que, tu sais, hein, ce que j'ai pas aimé dans cette période-là, c'est que t'as le droit de pas m'aimer en tant que joueur, de style et tout, mais c'est qu'il y avait de la méchanceté derrière, tu vois. Et ça, par contre, c'est un truc que je cautionne pas. Et pourtant, je suis quelqu'un, tu sais, d'assez facile, d'assez... je suis pas le mec qui va te voir dans le bureau et qui va te dire, ouais, pourquoi je joue pas. Et je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup, mais moi, j'ai jamais fait ça. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ta carrière? Si tu pouvais. Tu avais une baguette magique, là, tu changerais. Je pense que je me donnerais plus d'objectifs qui m'amèneraient à être plus tueur. J'ai jamais été un tueur. Quand je dis tueur, ça veut dire penser à moi, etc. et tout. Mais en même temps, je me dis... tu sais, des fois, je suis content de ce que j'ai parce que beaucoup de personnes auraient aimé aussi être à ma place. Donc des fois, en fait, tu te contentes de ce que tu as et tu te dis, Dieu t'a choisi et il aurait pu en choisir d'autres. Et je sais combien le football est important parce que moi, tu vois, moi qui suis issu de la région parisienne, et je sais que, moi, tous de la région parisienne, chez moi, on aime le foot, on est très talentueux. Et je sais que beaucoup auraient dû réussir et tout. Et donc, je me sens privilégié. Donc, des fois, j'ai pas envie de dire. Je vois ce que je veux dire. Ouais, j'aurais dû améliorer, oui. Mais en fait, j'ai fait le métier que je voulais faire dans ma vie. Et ça, il n'y a pas mieux, en fait. Le foot, c'est une part de chance ou pas, le foot, pour toi? En gros, si tu veux, c'est 70% de chance quand même de la réussite dans le monde professionnel ou... Non, pourquoi je te dirais pas que c'est de la chance? Parce qu'au final, tu fais toujours des détections, même si des formes de détection à travers un groupe de personnes, et c'est toi qu'on choisit au final. Bien sûr, à un moment donné, il y a des gars qui sont plus talentueux, mais souvent, je te jure que les plus talentueux, leur façon de structurer, elle est pas professionnelle, c'est ce qui les met en difficulté. Et tant qu'ils l'ont pas compris, t'as beau voir que t'es un meilleur joueur qu'un autre, à un moment donné, si t'es pas structuré... Si t'as pas de cadre, si t'as pas... Ouais, t'as pas de cadre. Et le cadre, tu peux te le mettre toi-même, parce que tu peux pas avoir une éternelle excuse, oui, autour de toi, etc. Des fois, quand t'as réussi toi-même à aller en centre de formation, mets-toi cette motivation d'aller au bout. Parce que derrière, en fait, quand tu vas au centre, tu aussi sacrifies aussi ton enfance. Donc, justifie en fait pourquoi t'as fait tout ça. Et c'est très important. Et souvent, il y a des joueurs, ils vont préférer, faire comme ils disent la mala ou quoi que ce soit. Après, c'est des choix. C'est l'approche mentale qui t'a empêché peut-être aussi de performer. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, là, les coachs mentaux, on en parle beaucoup. Peut-être que c'est ça qui t'a manqué peut-être aujourd'hui pour performer plus, aller marquer plus de buts. Exactement, mais ça, c'est une chose que j'aurais dû mettre dès l'âge de 13, 14, 15 ans. Parce que tu vois, moi, par exemple, dans ma génération, ils ont connu Cristiano, tu vois, qui était en jeune. Parce que ils ont fait Montaigu, on est 85, Cristiano 85 aussi, tu vois. Les Jimmy Briand et tout. Et là, je te prends un exemple. Pourquoi? Parce que quand tu prépares en fait un mental, tu le prépares pas quand tu es en pro et qu'on te tape dessus parce que tu marques pas. Tu le prépares bien en avant, tu vois. Moi, par exemple, j'ai jamais été en équipe de France de jeunes, à part un petit peu quand j'étais à Monaco, mais j'avais des contrats comme si j'étais en équipe de France, en fait. Donc, en gros, c'est comme si on sait que t'es chaud, mais tu nous prouves pas le dernier truc, tu vois. 13 des questions ou... Ouais, juste, t'as pas parlé du saut. Ça me choque. Non, parce que c'était pas mon coach. Ah, c'était pas... Ah, ok, d'accord. Ouais, mon coach était André Merel. Après, bien sûr que... Monsieur Dussault, ça fait partie des meubles de Claire Fontaine avec Francisco, tu vois. C'est les trois. Dernière question, est-ce que tu as menti pendant cette interview? Pas du tout. Si, sur ton père. Non, pas du tout, pas du tout. C'est parce que mon père, en fait, comme il était très exubérant, on en a fait des tonnes. C'est pas pareil.
J'aimerais, avant que tu parles, parce qu'il nous reste même pas les 5, 6, 7, 8 minutes, j'aimerais que tu parles de tes stages, parce que ça m'intéresse. Alors, pourquoi tu es arrivé à ce projet-là? Pourquoi tu veux faire des stages? Où tu exerces? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai commencé à mettre mes stages de perfectionnement parce qu'au départ, moi, si vous voulez, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur. D'accord. Et donc, j'avais passé mon BEF à Villeparisis. Oui. Ouais. Morfondé. À Morfondé, exactement. Et à un moment donné, moi, ça s'était pas bien passé, tu sais, au monde senior, amateur et tout. Donc, à un moment donné, je m'étais retiré et je regardais beaucoup, en fait, ce que faisaient mes enfants, etc. et tout. Mais c'était quelque chose, l'approche technico-tactique à l'école de foot. Je sentais qu'en fait, je pouvais apporter quelque chose parce que moi, je pars d'un principe, en fait, que tout le monde a du potentiel, sauf qu'en fait, il y a des clés comment toucher un gamin. Il y a des gamins, en fait, tu peux penser qu'il est nul, ouais, il n'y a pas de souci. Mais 3-4 ans plus tard, ça devient une flèche. Parce qu'il y a un moment donné, il a rencontré la bonne personne. Et moi, en fait, dans les stages, c'est surtout de développer tout ce qu'on aime en général. Le QI football, la technique, etc. Parce que pour moi, c'est quelque chose, en fait, quand tu n'es pas dans un bon jour au foot, le contrôle passe, il n'y a pas mieux que pour t'aider à te remettre avec tes coéquipiers, etc. Et je trouve dans le foot de maintenant, en fait, tu as beaucoup de gamins en fait, qui ne savent pas en fait, leur qualité déjà, même quand ils ont 15-16 ans, qui ne connaissent pas en fait, des fois, même comment jongler, c'est des trucs tout bêtes. Parce que maintenant, en fait, il y a des trucs des années 90-2000 qu'on a pas ridiculisé, mais qu'on a banni dans le foot de maintenant. Parce qu'il y a un exemple. Tu vois, par exemple, tu fais moins de 15-15 et 30-30 parce qu'on te dit qu'il faut faire tout avec ballon. Alors que non, joue contre le PSG, tu vas voir si tu as besoin d'un tout avec ballon. Non, mais c'est vrai que tu touches même pas 2 minutes la balle dans un match. Et tu touches pas la balle 2 minutes dans un match. Non, mais tu vois, un jongleur, la jonglerie, ils l'ont retiré. Limite, tout le monde l'a retiré, la jonglerie. Mais moi, je trouve que c'est une erreur parce que c'est une maîtrise du ballon. Qu'on le veuille ou pas. Et ce qui était intéressant quand on était petits et que nous, on le voyait pas parce que c'était tellement normal, on va dire, quand tu séparais des fois des équipes, c'était le concours de jonglerie, des fois sur certains tournois qui faisaient la diff. Et ça, je trouvais ça cool parce que ça obligeait aussi les gamins à maîtriser leur ballon, etc. Et moi, mes stages, en fait, c'est d'essayer d'apporter en fait ce que m'a apporté le monde pro et surtout aussi ce que m'a apporté à l'école de foot, que ce soit Créteil et Clairefontaine et Monaco, bien sûr. Donc tu interviens dans des clubs ou c'est que dans les clubs que tu interviens? Oui, en général, ouais. En général, si tu veux, c'est la personne, mon ami Ridi qui s'occupe en fait, qui s'occupe de moi et qui me met en relation avec les clubs parce que souvent, en fait, comme moi je fais beaucoup les terrains et que tu es de voir un ancien joueur faire autant les terrains parce que soit je veux voir mes enfants, soit je veux voir du foot tout le temps, forcément j'échange avec des éducateurs et moi, si tu veux, il y a 4-5 ans, quand j'ai entraîné en 18, je suis allé jusqu'en 32e de Gambardella, tu vois, avec mon équipe, qui n'était pas prévue pour, tu vois. Et donc, forcément, ça te met aussi une espèce de crédibilité, etc. Parce que tu peux avoir, tu sais, des convictions, mais arriver à les mettre en place, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, peut-être que je vais être fort sur certains domaines, mais par contre, je vais beaucoup apprendre sur d'autres domaines. Et les stages, c'est toi qui t'es présent? Ouais, je suis et présent. c'est une semaine, c'est comment? C'est du lundi au vendredi en général. Ouais. C'est payant? Ouais, c'est payant. On fait un peu de bif quand même. Non, mais c'est pas cher parce que nous on a failli passer, enfin je sais pas où on en est pour l'instant, mais peut-être qu'on va. Non, peut-être qu'il va être sur notre stage. C'est pas assez cher. Bon, attends. Non, est-ce que tu vois, vu que tu te déplaces dans les clubs maintenant, est-ce que tu vois une différence par rapport à avant, toi quand tu étais dans le club amateur, quand tu as vécu en tant que joueur dans les clubs amateurs, et maintenant, est-ce que tu vois vraiment une différence avec les éducateurs, peut-être les responsables? Je trouve que c'est avant, c'était pas comme ça. Les éducateurs, ils étaient pas comme ça. Après, les éducateurs sont aussi obligés de s'adapter à leur public. Ça veut dire que tu as de plus en plus de jeunes qui aiment le foot, mais je sais même pas qu'ils aiment le foot. Je sais pas s'ils aiment le foot aussi pour les bonnes raisons. Parce que c'est comme si avant, toi, demain, je sais pas moi, t'es dans le canoë-kayak, mais personne ne calcule le canoë-kayak. Tu vois, tous tes potes dans le football. Toi, tu vas t'y mettre parce qu'il y a une masse qui s'y met, en fait. Et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gamins, en fait, ils y vont pas par eux-mêmes, mais parce que les parents... Un phénomène de mode, ouais. Exactement, un phénomène de mode. Et moi, si tu veux, mon but aussi, c'est de remettre aussi la passion et les raisons aussi qui nous amènent à aimer ce sport. Parce que, par exemple, moi, tu vois, j'adore les dribbleurs, mais je veux qu'un dribbleur donne du sens à ce qu'il fait. Parce que souvent, un dribbleur, par exemple, il se coupe beaucoup de ses relations avec ses coéquipiers. Pourquoi? Parce que
il fait que son truc sans prendre compte en fait de l'environnement qu'il y a autour de lui. Et ça aussi, c'est de l'intelligence de jeu, tu vois. Est-ce que on peut lui en vouloir de ça? Parce que si, il est là pour apprendre. Donc si. Non, c'est l'ancien dribbleur qui parle. Attends. Non, pas du tout, j'étais pas en vue. Non, tu lui en veux pas. Par contre, tu lui dis comment on appelle ça, les causes que ça peut créer. C'est-à-dire que tu dois jamais l'empêcher. Parce qu'en contraire, il faut qu'il le fasse pour qu'il se trompe, pour qu'il comprenne que. Exactement. Sauf que tu vas lui donner des clés au départ. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est jamais noir ou blanc. Moi, par exemple, tu vois, quand on était petit, on a souvent entendu la passe dans l'axe, elle était interdite. Ouais, voilà, moi, la passe dans l'axe, je l'ai fait 1000 fois. Ah, ouais, moi, je suis pour. Si elle marche, ça mène à quoi aussi, tu vois. Mais ça n'a aucun sens. Et en plus, quand tu dis le mot interdit, tu fragilises un gamin en disant putain, la solution, elle se trouve là, je la fais pas. Tu vas la faire parce que tu es persuadé que ça marche, interception, but. Et ton coach, il va te gueuler dessus, tout en sachant qu'il y avait 2 défenseurs qui auraient pu intervenir entre-temps. Et moi, tous ces trucs-là, en fait, moi, c'est comme quand on dit, qu'on voyait souvent le week-end, mon coach en U15, ouais, t'as le 6 qui avait le ballon, le milieu de terrain, dribble pas. Ouais, exactement. Pourquoi Exactement. Il n'aura pas dribblé au contraire. Il est au jeu. Non, mais il est au jeu. Ça dépend de comment t'es. Non, mais si le mec, il arrive, s'il estime qu'il peut passer, après, quand il va louper, peut-être qu'on discutera, et peut-être qu'il va se rendre compte que peut-être que j'aurais pas dû faire ce truc-là. Il est sur le résultat. C'est en se trompant qu'on apprend. Si tu veux, moi, mon but aussi, c'est de garder les forces des joueurs. Parce que pour moi, tu dépasses, par exemple, les 50% sur un domaine, tu dois magnifier ce domaine-là, en fait. Sauf que pour le magnifier, en fait, tu dois toujours le mettre dans un contexte collectif. Et c'est très dur à faire parce que tu dois mixer entre ta propre comment on appelle ça, partition, mais en impliquant les autres. C'est la chose la plus dure à faire. Pourquoi des fois, par exemple, moi je vous écoute beaucoup, vous faites ces débats-là? Parce que vous sentez qu'il y a des choses à améliorer, sinon vous ne ferez pas vos émissions. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et on est le pays qui, entre guillemets, qui a le plus gros potentiel, mais on est toujours frustré de la prestation globale, de ce qu'on voit, etc., malgré les résultats. C'est parce qu'à un moment donné, sur certains secteurs, on n'appuie pas là-dessus en pensant que c'est des choses qui ne sont pas importantes, alors qu'elles le sont globalement. Mais ta formation, ton stage, il dure combien de temps? 1 semaine. 1 semaine. Et est-ce que tu penses que ça serait pas mieux de former justement plutôt les éducateurs qui puissent travailler sur des travaux de longue durée avec les enfants, plutôt que juste faire 1 semaine de stage pour les enfants? Mais les éducateurs, ils sont avec toi ou pas? Nous, on leur propose. Mais t'as une équipe. J'ai une équipe, mais on leur propose. Du club, moi je parle. Est-ce qu'ils sont là? C'est pour ça. On leur propose. Ils ont la curiosité de venir aussi. Tu les imposes. Mais tu vois, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va imposer une vision des choses. Parce que déjà, je connais pas déjà le contexte global d'un club. Toi, tu arrives avec des outils, sauf qu'à un moment donné, tu as des échanges. Et dans des échanges, il faut être assez pertinent pour convaincre que, par exemple, cette méthode, elle peut être intéressante. Toi, par exemple, une des premières choses que j'avais fait quand j'avais pris mon équipe en 18, c'est que j'accentuais en fait que je voulais de la circulation de passes. Première chose que j'avais fait, j'avais mis un joueur ici, un autre joueur ici, j'avais un mec avec un ballon avec une conduite de balle, et je voulais montrer aux joueurs qui driblaient qui va plus vite entre la balle et le joueur. Un truc tout con. Mais quand je leur ai dit ça, attention, moi je suis pas dans l'extrémisme. C'est-à-dire je vais avoir des circuits prioritaires, mais c'est pas pour autant que je vais t'empêcher de te retourner ou quoi que ce soit, parce qu'il y a tout en ensemble à prendre en compte. Et c'est ça en fait que moi des fois que je recherche chez les joueurs, c'est que ils ont leurs caractéristiques, mais vraiment toujours au service du collectif. Parce qu'en ayant ça, tu vas pouvoir t'adapter à n'importe quel style de situation. Par contre, où il faut pas aussi leur mentir, c'est que c'est un sport collectif le plus individuel. Ça, c'est vrai. Et est-ce que toi, tu es plus sur travailler les points forts, le point fort, par exemple, accentuer vraiment que sur ça, et laisser le côté point faible, ou le point faible, vraiment travailler ce point faible-là sur l'individuel? Moi, je préfère travailler déjà les points forts. Donc, accentuer vraiment le point fort, qu'il soit vraiment un vrai point fort. Exactement. Et qui je dis pas qu'ils s'assoient dessus, mais entre guillemets, qui se disent, écoute, moi, je sais faire ça, parce que la première chose qu'on fait quand on est sur un terrain, c'est on va se mettre dans des conditions où on sait ce qu'on sait faire. En fait, tu vois ce que je veux dire? On va jamais se mettre en difficulté. Moi, la première chose que je faisais, j'essayais de me mettre en contre. La première chose que je faisais, je poussais la balle juste pour voir en vitesse pure si j'allais plus vite. Comme ça, si je vois à vitesse pure, j'allais plus vite. Bon, en fait, on va pousser un truc. Si par contre, elle est plus vite que moi, là, on va te travailler au corps, on va t'utiliser des 1-2, etc. Et tous les joueurs, en fait, ont leurs armes sur laquelle elles viennent sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, et moi, j'ai besoin aussi de construire le joueur
tiens, quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu vas amener à ton coach? Parce qu'un coach, il a beau avoir, tu sais, le côté où il a une idée précise de son football, mais en fait, il fera toujours en fonction des qualités aussi intrinsèques de ses joueurs. Mais lui, il doit apporter le... Mais toi, si tu avais travaillé, par exemple, la finition, Ouais, vraiment, tu aurais accentué sur la finition. ouais, Là, tu aurais progressé. bien sûr. Tu vois ce que- Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Un stéréotype de joueur comme toi, par exemple, Ouais. là que toi, tu as, toi, tu vas le faire progresser, tu vas le faire travailler que sur les dribbles, sur le 1 contre 1, sur la vitesse. Mais Non, parce que je sais qu'à d'autres postes, qu'est-ce qu'il faut travailler? Par exemple, je fais travailler beaucoup la motricité, parce qu'avant déjà un joueur il joue, déjà il connaît même pas son corps. Il rate des passes, des trucs, parce qu'en fait, limite, tu dois avoir un ostéo avant de me voir. Non, mais tu vois où je veux en venir. Parce que j'arrive quand même à dire, celui-là, il lui faut d'abord ça, après ça, tu vois. Et c'est propre à chacun. Ok. Adrien, tu voulais poser une Non, question? Juste pour finir, parce que là, on va devoir arrêter l'émission, parce qu'il est déjà. On a 4 minutes à 50, là, il est 50. Je pose une question. Pour toi, il faut avoir de l'expérience. En fait, pourquoi je pose cette question, c'est pas pour essayer de les dénigrer ou pas, parce que moi, je pense sur le principe que c'est mieux d'avoir de l'expérience dans le foot pour pouvoir inculquer le football ensuite chez les plus jeunes. Ouais. Et là, en fait, moi, ça me confirme ce que je pense, parce que déjà, rien que comment tu parles foot, ça se voit que tu as de l'expérience et que ça voit que tu as des ressentis qui sont autres que certains qui n'ont pas eu de vécu Ils sont pas dans tous le football. Ils sont pas tous comme ça, les anciens pros. Bah, Ils sont pas tous comme ça. ils Ah sont non, pas- je te le dis, ils sont pas tous comme ça. bah, moi, en tout cas, je parle avec des anciens pros, ils ont un peu plus son ressenti aussi. Peut-être que toi, t'as pas. Ça dépend. C'est peut-être son environnement, je sais pas. Moi, je En tout pense cas- que là, c'est l'aspect Clairefontaine qui a beaucoup. Il y a beaucoup Influencé, là-dessus. ouais. Moi, beaucoup, je pense. Bon, tu vois, là, tu vois, bon, bref, il est pas d'accord avec ce que je dis. Bon, bref. Pour toi, est-ce Non. qu'il faut avoir de l'expérience? C'est mieux d'avoir une expérience de footballeur ou pas du tout? C'est mieux de l'avoir, mais elle fait pas tout. Pourquoi? Parce que Non, mais footballeur pro ou footballeur? Footballeur pro ou footballeur? Hein. Parce Ouais, que d'accord. moi, j'ai vu beaucoup et je le vois aussi ici, tu as beaucoup de passionnés. Et quand tu es passionné, moi, il y a des mecs qui m'impressionnent parce qu'ils ont une connaissance du foot sans avoir vu des vestiaires de pro. Bien sûr. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il a même le talent un talent de ressenti, un talent parce qu'il a de la passion, un talent parce qu'il bosse. Et tout ça, à un moment donné, tu peux rattraper d'une forme, tu peux rattraper des mecs. Moi, ce que fait Pierre Sage depuis 2 ans, 3 ans, Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. c'est incroyable. Et tu vois ces matchs, par contre, lui, il faut augmenter les droits télé, lui. Hein. Non, mais c'est des 5-3, des 5-4, il perd 3-1, tu vas aux toilettes, il y a 4-3, tu vois. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui a été ancien joueur, mais ça apporte de la fraîcheur. Et ça en revient au même exemple qu'on voit, par exemple, des joueurs de centre de formation venir très tôt dans des centres, être des fois usés, et le mec qui est passé par le monde amateur, qui arrive à 17-18 ans et qui rentre en centre, qui arrive avec de la fraîcheur. C'est un peu le même parallèle. Après, j'aime pas ce raccourci on prend souvent le cas de Pierre Sage. Ouais. Le mec, il n'a pas été pro. Oui, mais il n'a pas été pro, mais c'est un mec aussi qui bosse, qui se renseigne, qui recherche, qui fait C'est ça que je dis, ouais. qui apprend. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est comme les joueurs de foot. Bah, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient pauvres, et directement, bam, on fait la parallèle. Bah, ils sont riches. Ouais, il y a eu un travail. Il y a eu un travail, ça, exactement. Pas tout le Et monde. Pierre Sage, moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui quand je suis allé à l'Olympique Lyonnais avec un bon ami à moi, que vous allez voir tout à l'heure aussi. On a discuté. Le mec, il est entré dans Ligue 1. Le mec archi humble. Il parle de football. Tu peux rester à parler 1 heure et demie de football avec lui. C'est incroyable. C'est vraiment un mec. Tu vois, même s'il n'a pas été pro, le mec, ça se voit. Il a fait des recherches. Exactement. Il allait chercher des infos. En tout cas, c'est une très bonne personne. En tout cas, on va être obligé de quitter d'arrêter l'émission parce que sinon, j'aurais pu te poser plein de questions encore. Moi aussi, les gars. Hein. On a dû faire vite. Je suis désolé. On se retrouve pour une prochaine émission. En tout cas, merci Nico. Les gars, merci à vous. C'était cool. On essaiera de voir si on peut passer sur un de tes stages. Pourquoi pas? Voir si on peut passer un stage. Un plaisir. Chez nous. Voilà, voilà, il fait un stage. Il vient de valider là. Comme ça, on voit un petit peu, on pourrait filmer ça peut être intéressant. Bah, Et avec peut-être être un plaisir. peu plus pointueux sur peut-être des questions, on posera peut-être d'autres questions, on aura peut-être plus de temps, parce que là, on avait le train, donc on pouvait pas non plus. Des belles installations. donc, Ouais, c'est vrai, pourquoi c'est pas. vrai. Et beaucoup d'argent également. Donc vous pourrez mettre les stages très très chers. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.